Voilà, monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir nombreux à nouveau regarder cette édition de Cartes sur table, 21h, 23h, 2 heures de débat avec 4 invités, 2 thèmes. Vous le savez très certainement, aujourd'hui c'est la journée internationale des peuples autochtones dans le monde, une journée consacrée pour cette édition spécialement consacrée aux droits des femmes, le rôle des femmes autochtones dans la préservation et la transmission du savoir traditionnel. C'est le thème de l'édition du 9 août 2022. Nous allons donc profiter de cela pour essayer d'interroger les politiques publiques d'encadrement de ces peuples dans notre pays. Il y a 2 peuples reconnus comme autochtones au Cameroun, les Pygmées et les Bororo. Ces derniers ont-ils droit au chapitre? Sont-ils considérés comme des citoyens à part ou à part entière? Que font donc les pouvoirs publics pour améliorer leurs conditions de vie et soutenir la préservation de leur mode de vie, conformément à la charte des peuples autochtones? Voilà, le premier thème est donc intitulé Cameroun, le droit des peuples autochtones. Et puis la commémoration de la mémoire de Rudolf Douala Mangabel dans un environnement particulier marqué par des expropriations, notamment de la ville de Dikolo, si vous le voulez, du village d'Ikolo, la terre même de Douala Mangabel, 108 ans après. La problématique demeure dans un environnement marqué par évidemment la dénonciation de la complicité des pouvoirs publics et des hommes politiques. Voilà donc les 2 thèmes de ce soir avec, je l'ai dit, 4 panélistes. D'abord Paul Eyum, vous êtes de l'AFP, bonsoir. Bonsoir Dipita Tongo, bonsoir aux différents membres du panel, bonsoir aux millions de fidèles téléspectateurs du programme Cartes sur table. Heureux de représenter l'Alliance des forces progressistes, AFP, le parti le plus national au Cameroun. Non, comment ça? L'AFP est le parti le plus national. Vous savez que l'AFP a déjà eu à sa tête les 2 sexes. On a eu une femme présidente, on a eu des hommes présidents. On a eu les 2 langues de notre pays. On a eu un anglophone, on a eu des francophones. On a eu 4 régions du pays. Un premier président issu du Nord, ensuite un second du Nord-Ouest, ensuite une autre de l'Ouest et un président actuel issu du littoral qui donne 4 grands et culturels chez nous, à savoir un Kidjoupel, un Sawa et les Grassfield. Également, nous avons 10 vice-présidents nationaux issus chacun d'une région avec non seulement les prérogatives d'assumer les fonctions qui leur sont reconnues par les statuts ainsi que les missions confiées par le président national. Mais surtout, je croyais que quand vous disiez le plus national, c'est en termes d'implantation territoriale. Non, c'est en termes de conception de la République, en fait. D'accord. Et ces 10 vice-présidents nationaux ont chacun dans sa région d'origine le devoir de s'assurer à ce que dans le parti, l'identité culturelle de la région soit prise. Ce n'est pas le débat, mais ça m'intéresse de savoir si en termes d'implantation, oui. La représentativité est telle que... Oui, nous sommes actuellement dans tous les départements du Cameroun, mais nous ne sommes pas encore bien structurés partout. D'accord, merci. Nous sommes dans tous les départements. Serge Obi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita Tongo. C'est un plaisir pour moi d'être une fois de plus invité sur votre plateau. Mouvement pour la renaissance du Cameroun, merci d'être là. Jean-Claude Fils Youth, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir à l'ensemble des co-panélistes et bonsoir à l'ensemble des millions de téléspectateurs de STV. Le Rassemblement démocratique peuple camerounais vous remercie d'avoir convié une fois de plus sur ce plateau. Le parti au pouvoir. Docteur Essid Bitoga, bonsoir. Bonsoir Dipita, c'est un plaisir énorme de renouer avec le plateau de STV, ça fait un bon bail déjà, un bon bail qui se justifie par rapport à un certain nombre d'éléments mis sur la table, de savoir de temps en temps faire un break pour souffler, se recharger et revenir avec des impulsions nouvelles. C'est également le temps qui nous est donné de pouvoir regarder de l'extérieur ce qui se fait, de pouvoir apprécier si effectivement la participation des acteurs politiques au débat médiatique apporte un plus dans l'édification, la construction de l'identité politique des Camerounais. Et puis quand on regarde tous ces éléments mis ensemble, on se rend compte qu'il y a comme une espèce de négligence de ce que j'ai appelé la mauvaise haleine médiatique, parce que parfois vous suivez 2 heures d'émission et vous sortez de là, vous vous demandez si ça vaut vraiment la peine de pouvoir consacrer ce temps à écouter parfois ce que les gens disent sur le plateau. Or, si les gens peuvent consacrer 2 heures de leur temps pour pouvoir vous écouter, elles doivent en principe pouvoir sortir de là édifiées, elles doivent pouvoir sortir de là avec un certain nombre de compétences nouvelles qui permettent à chacun
ayant tiré le maximum d'informations qu'il a pu tirer, de se dire qu'il y a à repenser le pays parce que 40 ans après, on se rend compte que le RDPC n'a pas que fait nous ramener au niveau du sol, mais davantage au niveau du sous-sol. Je rappelle que vous êtes du PCRN. Merci d'être là également ce soir. On va donc prendre la transition et puis entamer avec le thème. On va peut-être commencer par la commémoration de la mémoire de Rodolphe Douala Mangabel. Transition. Alors, avant peut-être d'invoquer les questions historiques et faire peut-être un trait aussi avec l'actualité récente pour interroger la gestion des pouvoirs publics autour de cette... Jean-Claude, moi je voudrais savoir sur les questions de forme. Je veux dire que quand on voit souvent le déploiement républicain en matière de célébration, de manifestation, de festivités, de commémoration, on s'interroge pourquoi à l'occasion d'une commémoration comme celle-ci, 108 ans, de celui qui a quand même été reconnu comme étant un héros national, qui a donné de son sang contre les Allemands pour protéger les terres du Cameroun, donc de Douala, de Bali, sa ville. On se demande pourquoi ce n'est pas le même engouement, les mêmes festivités. Je dis qu'à l'occasion des peuples autochtones, par exemple, le gouvernement s'est déplacé à l'Est. C'est juste une image. Mais lorsqu'on regarde ce qui s'est passé ici, ce n'est pas forcément... Comment cela se justifie? Je ne sais pas si la comparaison donnée est véritablement celle qu'ici au contexte. D'accord. Vous n'avez pas peut-être évoqué la date des autres également. Vous avez parlé là par rapport au roi Rodolphe Douala Mangabel. C'était le 8 août. Voilà, 8 août 1884. Bon, donc, le 8 août, par exemple, à Douala, il pleut énormément. Vous avez remarqué, il pleuvait également. Donc, si nous étions en Europe, on serait en train de parler de la saison peut-être hivernale. Notre hiver, c'est la pluie, là. C'est un élément, c'est un facteur non négligeable. Donc la pluie a empêché que la célébration... Je n'ai pas dit que la pluie a empêché, mais je dis que c'est un facteur non négligeable. Ça, c'est de un. Et de deux, la commémoration des héros de la nation. Sur le plan étatique, et l'État a eu à pouvoir donner la possibilité que par collectivité territoriale décentralisée, il est possible de pouvoir célébrer les héros. Et ce soit toujours considéré que c'est l'État, parce que les collectivités territoriales décentralisées, c'est toujours aussi l'État. Donc, un certain nombre de dispositions sont faites dans ce cadre-là. Et ici, par rapport au 108e anniversaire, enfin, de l'assassinat de Rodolphe Douala Mangabel, moi, j'avais une foule. Je ne sais pas quel type de foule. Peut-être que vous vouliez un meeting populaire de 500 000 personnes, ou bien il fallait tout simplement que sur le plan symbolique, sur le plan de la représentativité, que nous puissions avoir tous ceux qui sont censés se sentir concernés. J'ai vu le peuple sawa de divers horizons. J'ai vu par exemple les chefs traditionnels venant de tous bords de la République, et j'ai même suivi le discours du président de la communauté des chefs. Je rappelle que nous sommes en train de parler de la commémoration, voilà, de la mémoire de Douala Mangabel. De la commémoration de la mémoire de Douala Mangabel. Mais vous terminez, puisque ce n'est qu'une question d'entrée, c'est voilà, juste pour comprendre. C'est juste pour dire que c'était véritablement à l'échelle nationale. Parce que le chef, par exemple, qui représentait l'ensemble des chefs traditionnels du groupe Ekambeti, il n'était même pas sawa. J'ai vu un parterre de tous les chefs pratiquement de la République qui étaient assis là. Et les chefs représentent bel et bien la tradition, les différentes cultures et les peuples également. D'accord. J'ai vu un parterre administratif qui était là également, et j'ai vu les populations qui étaient amassées. D'accord. Donc pour nous, malgré les intempéries de ce jour-là, certains ont bravé la pluie,
Certains étaient même sous la pluie. J'ai observé également la présence de Madame l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, qui était là, en forte délégation également. Donc, et on nous a même annoncé qu'une rue sera baptisée en Allemagne au nom du roi Rodolphe de la Mangabel. L'État, quant à lui, a des dispositions qu'il a mises sur pied, telles que la loi 91/022 du 16 décembre 1991 portant réhabilitation de certaines figures de l'histoire du Cameroun. À partir de ce moment-là, nous connaissons que nous avons la possibilité de célébrer nos héros, de pouvoir parler de la réhabilitation de nos héros. La loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées prévoit également que les collectivités territoriales ont la possibilité de célébrer également les héros. Il ne vous a pas, par exemple, échappé que la ville de Douala a, par exemple, célébré Mbappé Lépée en éligeant tout un monument, ainsi de suite. Donc, le devoir de mémoire est là. Merci. Le ministère des Arts et de la Culture a commis toute une commission qui est à pied d'œuvre en ce moment. On va évoquer tout cela pour tout à la l'heure. réécriture de l'histoire du Cameroun. Je voudrais simplement corriger en disant que Douala Mangabel n'a pas été déclaré héros, il a plutôt été réhabilité. C'est bien cela. Tout à fait. Par contre, on peut dire de lui qu'il est un héros de la résistance, sans forcément qu'il y ait un acte officiel. Non, les dispositions, par exemple, de l'article 1 de cette loi de 1991 précise comment, dans quel contexte. C'est-à-dire, on dit ceux qui ont œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance ou la construction du pays, le rayonnement de son histoire ou de sa culture. Et c'est une réhabilitation de la personnalité. Non, c'est-à-dire c'est une réhabilitation de la personnalité, mais c'est aussi une célébration parce qu'en réalité, pour certains qui se cachaient dans le cadre, parce que le colon avait interdit à un certain moment donné. Okay. Pour ceux-là qui se cachaient, ils n'avaient plus besoin de se cacher. Ils le pouvaient maintenant le faire à grand public. C'est ça qu'on appelle aussi la réhabilitation. C'est Joubi, ça vous suggère en commentaire? Oui, j'ai écouté M. Youd avec beaucoup de douleur. Il dit qu'il pleut. Il dit qu'il pleut. C'est-à-dire... C'est une image. C'est une façon de parler, quoi. Moi, je suis un peu déçu parce que lorsque vous lisez l'histoire du roi Ambel, de Douala Mangabel, Rodolphe Douala Mangabel, et vous voyez la façon par laquelle les Allemands l'ont assassiné, c'était une humiliation. Et la façon dont on humilie votre héros, vous devez également lever cet héros de façon que le colon comprend en réalité que c'est une erreur. Moi, je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, dans la ville de Douala, et peut-être partout au Cameroun, il n'y a pas un monument Douala Mangabel. C'est le minimum qu'on puisse donner à ces messieurs. Moi, j'ai envie un jour que mes enfants, mon épouse, ma famille, qu'on aille, que je puisse dire, voici le monument de Douala Mangabel. Voilà son palais, que j'y entre, que je touche les objets qu'il utilisait. C'est comme ça qu'on célèbre les héros. Moi, j'ai l'impression qu'on tempête simplement en disant que ce sont des héros, mais concrètement, on n'y voit rien. Moi, je suis surpris que 108 ans après le départ, après l'assassinat de Douala Mangabel, les raisons pour lesquelles on l'a assassiné existent encore jusqu'aujourd'hui. On a fait allusion à Dikolo. Ne serait-ce que pour sa mémoire, on devait je vais dire quoi, créer des lois confortables, en fait, peut-être pas à 100%, qui puissent régler le problème foncier au Cameroun. Parce que jusqu'à hier, j'ai regardé une chaîne concurrente à la place qui montrait encore les manifestations du peuple Sawa, disant qu'on a spolié leur terre, parlant de l'ex-régime FECAM. Donc moi, je dis, le gouvernement en place ne fait pas assez d'efforts pour lever nos héros, parce que c'est la référence. On ne peut pas, dans ce monde aujourd'hui, nous ne pouvons pas évoluer sur le plan social, sur le plan historique, anthropologique même, sans toutefois restaurer l'histoire à nos cadets. Parce que je peux vous dire que moi qui est sur ce plateau, on m'a enseigné de façon sommaire. Lorsqu'on citait les héros, on a cité Douala Mangabel. Mais concrètement, si vous me demandez, par exemple, quelle est l'histoire profonde de Douala Mangabel, je ne peux pas vous dire, sauf si j'ai fait des recherches personnelles, alors qu'en réalité, ça devait être des modules bien cadrés à l'école. Et je suis désolé de le dire parce que
en dehors de Douala Mangabé, il y a plusieurs autres héros que on passe tout le temps à citer simplement les noms. Il me souvient, le dernier cliché en date, lorsque l'ex-délégué du gouvernement voulait faire une stèle en l'honneur de Oum Niobé, vous avez vu comment le peuple savoir réagir. Que, mais où est Douala Mangabé? Où est Douala Mangabé? Moi, je pensais à l'époque que ça devait être l'occasion pour le gouvernement en place de dire, OK, on peut aussi faire le monument de Douala Mangabé. Quand vous voyez souvent l'activiste Blaise Essama aller, je veux dire quoi, à Bonanjo, au niveau de poste central, où il s'exerce tous les jours à détruire le monument du soldat français, comment on l'appelle là À Bonanjo, le soldat inconnu. Oui, le soldat inconnu. Mais il a raison. Pourquoi on peut mettre le soldat inconnu à cet endroit et on ne peut pas mettre le monument de Douala Mangabé, qui était le roi de cet espace-là? Donc moi je dis, il faut que le RDPC prenne ses responsabilités. Parce que moi je pense qu'on ne peut pas évoluer sur le plan politique sans toutefois restaurer l'histoire. Moi j'ai envie de dire un peu même que peut-être nous subissons la malédiction de nos ancêtres, parce que nous ne comprenons pas pourquoi ceux qui ont œuvré pour que le Cameroun s'installe, ceux qui ont précédé la République, aujourd'hui on n'arrive pas à leur faire un retour d'ascenseur digne. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne suffit pas seulement de répéter les noms tous les jours sans toutefois les donner ce qu'ils méritent. Parce que je sors par là, moi je pensais que, en guise de proposition, moi je pensais que le RDPC devait avoir une journée, pour moi, fériée, où on doit commémorer tous nos héros. On doit si cette année, on doit peut-être, c'est Douala Mangabé qui est, c'est le nom qu'on a cité. Peut-être on peut faire une commémoration à Douala. Si c'est Gossodine, si c'est Wandje, si c'est Oum Niobé, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous, si vous n'en parlez même pas aujourd'hui, beaucoup ne sauront même pas qu'il y a une journée de commémoration. Je suis désolé de le dire. Beaucoup ne sauront même pas. Merci. Alors que les fêtes, par exemple, du 11 février, du 20 mai, tout le monde est obligé de savoir qu'aujourd'hui, c'est la fête nationale. Mais pourquoi les journées de commémoration, vous ne hissez pas au niveau où tous les Camerounais peuvent s'imprégner de la chose? Serge. Paul Eyou, sur la même question, nous sommes encore, je dis, dans les questions de forme. Vous, comment comprenez-vous j'ai failli dire ce délaissement, cet oubli? Dans la commémoration, ce n'est pas forcément le grand déploiement républicain s'agissant de Douala Mangabé. Je voudrais peut-être d'abord noter cette contribution, la loi concernant les personnalités réhabilitées en 91. En fait, la loi, oui, ne concerne pas Douala Mangabé. Lui n'a pas été réhabilité. En revanche, son nom a été donné à une promotion de l'EMIA, probablement celle de 1985, ce qui peut être considéré comme un désaveu de la décision de justice qui le condamne. C'est une contribution de Jean-Baptiste Ketchatenk, qui est journaliste et militant du Manidem. Je vous laisse poursuivre. Je voudrais d'abord vous dire que l'événement a eu lieu hier et M. Siri Sambaka a été invité en tant qu'élite de la zone, puisque vivant dans le canton Bel. Moi, personnellement, je suis un peu choqué par la façon dont sont célébrés les héros nationaux. Douala Mangabé, il faut d'abord le rappeler, c'est le précurseur des nationalistes. C'est celui qui a précédé les Oum Niobé, les Osinde Afana, les Enes Wandje et autres. C'est lui qui a montré d'abord la voie du nationalisme. Et je suis choqué de voir comment aujourd'hui au Cameroun, la célébration des héros se résume soit par la célébration des gens du parti politique de la communauté. Vous voyez par exemple, hier, c'est vrai, l'événement a accueilli plusieurs personnalités qui sont venues d'ailleurs, mais on n'a pas eu le sentiment d'un événement qui concernait toute la nation. On a eu l'impression que c'était même pas un événement pour Douala, mais un événement précisément pour le canton Bel, organisé par les enfants du canton Bel pour le roi. Or, ça devait être un événement que c'est l'État du Cameroun qui devait l'organiser, le célébrer. Et je suis content que Serge Youmbi ait levé un équivoque que j'ai souvent entendu. Les gens ont fait croire qu'il y avait un refus catégorique des fils du canton Bel, qui est la statue d'Oum Niobé. Jamais. C'est que le canton Bel avait demandé à 2 reprises à l'ancien délégué du gouvernement une statue en mémoire de Rudolf Douala Mangabé. Et il ne leur a jamais donné une réponse. Et lorsqu'il a commencé ce chantier, ils ont interpellé le délégué du gouvernement plus de 3 fois. Et au regard du mépris du délégué du gouvernement, c'est là où ils sont passés à l'acte. Ça n'avait rien à voir avec un acte. C'est pour dire que les communautés au Cameroun
et les partis politiques, parce que quand je parle d'Oumiobe, vous allez voir que c'est plus les UPCistes qui célèbrent Oumiobe. On a l'impression que on les cantonne uniquement soit à leur communauté, soit aux partis politiques auxquels ils appartenaient, pour ceux qui étaient en politique. Or, ils se sont battus pour la nation du Cameroun. Lorsque Rudolf Douala Mangabel avait dit non aux Allemands, c'était pour les terres de la République du Cameroun. Et à l'époque, vous savez, il y a toujours la confusion, on dit traité germano-cameroun ou germano-camerounais ou bien germano-douala, justement parce qu'à l'époque, c'était Douala qu'on considérait comme le Cameroun, mais avant que le chef traditionnel, Douala qui était là, il convoquait quand même les autres chefs camerounais qui savaient qui existaient dans les autres localités du pays. Mais aujourd'hui, le gouvernement, je suis désolé, vous avez vu, il n'y a pas eu de délégation officielle, à ce que je sache. Il n'y a pas eu, vous savez, il n'y a eu ni le président de la République, ni le Premier ministre. Parce que lorsqu'il y a ce genre d'événement, dans les grandes républiques, c'était qui était représenté par le secrétaire général des services du gouvernement. Donc vous trouvez normal que vous trouvez normal. Il y avait le président du conseil. Oh là là. Non. Il n'était pas représentant. Le président, il est là parce que c'est dans la région du littoral. Moi, je parle de représentant. Or, ce sont des événements qu'ailleurs, on voit le président de la République. Vous avez vu dernièrement Macron, chaque fois vous le voyez aller à l'Arc de Triomphe, de vous voir le président de la République, parce que chez eux, on sait ce que c'est que honorer ceux qui ont permis de construire la République. Or, si nous commençons à biaiser notre histoire, et je suis désolé, mais certains veulent faire croire au Cameroun que l'histoire du Cameroun a commencé le 6 novembre 82. Or, c'est faux. Le Cameroun existe bien avant le 6 novembre 82. Et il faudrait qu'on donne la place à tous ces héros, je dis tous sans exception, le Wandje qui a été assassiné, les Oumiobe, les Félix Moumi, les autres qui sont à l'étranger, qu'on se réconcilie avec nous-mêmes. Et c'est pourquoi tous les jours, nous autres, à l'FM, nous disons qu'il faut ramener les historiens. Et vous avez suivi encore le président Macron qui l'a dit, il a parlé une fois de plus des historiens qui ont leur place. Et François Hollande avait déjà dit qu'il est temps d'ouvrir les archives. Qu'est-ce que dans l'État du Cameroun fait donc pour réconcilier son histoire avec le peuple? Malheureusement, un peuple ne peut pas agir s'il ne connaît pas son passé, s'il ne sait pas d'où il vient, s'il ne sait pas où il va et comment il doit faire pour y arriver. Et c'est pourquoi nous demandons au gouvernement de prendre très au sérieux ce problème des héros nationaux, parce qu'on doit les célébrer à la hauteur du sacrifice qui a été le leur. Parce qu'aujourd'hui, c'est très très rare de trouver des gens qui ont ce patriotisme, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus trouver des gens qui ont ce sentiment d'appartenance, qui sont prêts à mourir pour leurs idées, pour les idées de la République. D'abord, Aristide Bitoga. Non, le constat est là lorsqu'on a écouté les autres panélistes. Pardon. Le Cameroun a mal avec son histoire, le Cameroun a mal avec sa mémoire et le Cameroun a mal avec son patrimoine. Parce que moi, je prends les propos du copanéliste Youth comme un aveu même de ce que c'est les autres qui savent célébrer nos héros. La présence de l'ambassadeur allemand en dit long. C'est-à-dire que s'il y a une cérémonie comme celle-là, l'ambassadeur d'Allemagne, qui, faut-il le rappeler, sur le plan symbolique, est pratiquement le représentant, c'est-à-dire que du Premier ministre ou de ce qu'ils appellent chez eux le chancelier allemand au Cameroun peut être à une telle cérémonie, on ne peut pas dire donc que c'est le secrétaire général du gouverneur ou bien le président du conseil régional qui prend part à cet événement. Je faisais hier une publication sur ma page Facebook où je disais « Ouvrez un snack bar, invitez le maire du coin, il viendra, mais ouvrez une salle de lecture, le maire va se faire représenter par son conseiller. » Et beaucoup de gens ont ri et disaient « Docteur, vous êtes un peu sarcastique. » Et je leur disais « C'est la triste réalité de notre pays. » C'est-à-dire que les choses qui intéressent nos gouvernants, c'est les endroits où il y a plein de bruit, mais les endroits où on célèbre la mémoire, les endroits où, à un moment, on essaie un peu de taire nos colères, on essaie un peu de taire nos divergences, vous ne trouverez jamais ces individus à ce genre d'événement. Oui, moi je suis pour qu'on célèbre ces héros. Et je puis vous dire, moi j'ai eu la chance, dans le cadre des journées citoyennes organisées par les camarades du côté de Douala Premier, qui ont projeté le documentaire sur Douala Mangabel. Je peux vous dire que personne dans la salle n'est sorti de là sans couler des larmes. C'est-à-dire que c'était l'expression la plus
palpable de ce que veut dire défendre son territoire, défendre son peuple, défendre sa communauté. Moi, c'est l'image que j'ai retenue de Tété Kombo. Et je me suis dit, mais comment c'est à mon âge, la quarantaine arrivée, que je découvre l'histoire documentaire d'un personnage important comme celui-ci dans l'histoire du Cameroun. Et on se rend compte à l'évidence que ce n'est pas une priorité au niveau des politiques publiques nationales, c'est-à-dire que de porter effectivement au firmament ces figures fortes. Parce qu'à la réalité, on ne devrait plus qu'être au niveau de la simple célébration. On devrait avoir des actes forts qui devraient pouvoir se traduire, par exemple, avec un panthéon, comme ça se voit dans d'autres pays. Je ne veux même pas citer l'Occident. Je parle des pays proches du nôtre que sont le Bénin, le Ghana et autres, là, qui ont compris que, en tant que négro-africains, nous ne pouvons pas exister sur cette terre sans garder le lien avec ses ascendants, qu'on appelle par endroit des ancêtres, parce que les Tété Kombo, 108 ans, aller chercher par là, c'est des ancêtres. Et donc, c'est des gens comme cela sur le plan cosmique, sur le plan astral, qui devraient être là à veiller sur nous, avec qui nous devons être régulièrement en contact pour leur dire, voilà le pays que vous avez laissé, voilà où nous nous trouvons, est-ce qu'il est possible que vous puissiez intercéder au niveau des dieux de l'autre côté pour que si ou ça puisse être réglé. Mais vous voyez que ce n'est pas seulement avec les Tété Kombo que le problème se pose. Le problème, il est plus large. Celui qui est présenté comme le père de la nation à Idjo, où est-ce qu'il est? Et je puis vous dire que le deuxième président de la République, je peux faire le pari que une fois son époque passée, on sera également en train de discourir pour dire que mais comment c'est possible que quelqu'un qui a fait 50 ans au pouvoir, c'est quelqu'un qui a fait 50 ans au pouvoir qu'on l'ait oublié. C'est la maladie des Camerounais. On a un problème sérieux. On a un problème sérieux. Parce que, est-ce que c'est les Allemands qui doivent venir nous dire en 2022 qu'ils vont ériger une rue en Allemagne qui porte le nom? Je crois que cette promesse de l'ambassadrice traduit un fort sentiment de culpabilité, c'est-à-dire que les Allemands, eux, ils culpabilisent par rapport à cet acte et veulent d'une certaine manière se racheter. Mais nous qui sommes les arrière-petits-fils du concerné, qu'est-ce que nous faisons? Parce que si nous voulons réduire la célébration, la commémoration de ces 108 ans anniversaire au niveau de Douala, moi ça me pose problème. Tété Kombo devrait parler à nos frères du Nord. Il devrait parler à nos frères de l'extrême Nord, de la Damawa, de l'Est, du Sud, du Centre, parce que la cause qu'il a portée n'était pas une cause qui se limitait à sa tribu ou à sa communauté. Et on parle d'intégration. Quelle intégration peut-on attendre lorsque des héros comme ceux-là, qui doivent être diffusés à l'échelle nationale, on se bat 108 ans après à les confiner dans leur communauté? Et c'est ce qui explique que moi j'étais à Douala hier, mais je puis vous dire que c'est à la télé que j'ai été informé de cette commémoration. Or, si on se limite même seulement à la vue de Douala, on devrait avoir une certaine effervescence, on devrait avoir un certain ramdam qui est fait autour de la commémoration de cet événement pour qu'on se dise que oui, tout au moins, au niveau de Douala, on sent quand même qu'il y a une appropriation de cette commémoration, mais ce n'est pas le cas. Et on sera donc surpris qu'à la faveur du Ngondo, il n'y aura que les fils Sawa qui seront au Ngondo. Or, à la réalité, même si le Ngondo est une fête Sawa, c'est d'abord la fête de tous les Doualais, c'est-à-dire que je sois Betty, que je sois de l'Ouest ou du Nord, nous devons tous participer au festival du Ngondo. Comme il y a le maïs à crier. Mais je peux vous dire que moi, l'année dernière, j'ai dit à mes étudiants, allez faire un travail d'ethnographie autour de la célébration du Ngondo. Et des étudiants me renvoient le message, monsieur, le Ngondo se célèbre quand? Et je peux vous dire, c'est pour la plupart des enfants qui sont nés à Douala, mais qui ne sont pas Sawa. Et donc, comme il n'y a pas effectivement donc, cette politique qui vise à diffuser ce genre d'événements dans les grandes métropoles, chacun se contente de sa fête, chacun se contente de ses héros, et à la fin, on est surpris qu'on nous déclame un État qui se veut une république, mais dans les actes, on se rend compte que cette république, par moment, revient encore elle-même dans ce qu'elle refuse d'accepter le fédéralisme. Parce que si on peut rentrer à célébrer Tété Kombo à Douala, c'est d'une certaine manière accepter que
chacun doit célébrer ses morts, chacun doit célébrer ses héros. Et tant qu'à faire, allons donc vers le fédéralisme communautaire que le PCRN propose au Camerounais. Dans le fond, que peut-on, je ne vais pas dire retenir, mais je veux dire quel héritage, au regard même d'ailleurs des problématiques, hein, au regard de l'actualité, on l'a dit tout à l'heure, la question de l'expropriation, pour laquelle Douala Mangabel a été assassiné il y a 108 ans. Je veux dire qu'elle est totalement d'actualité. Et d'ailleurs, la commémoration d'hier a accordé une place plus que prépondérante à cette actualité. Sa Majesté Jean-Yves Boumbo, qui est l'héritier du trône, et descendant d'ailleurs de Douala Mangabel, a dans son discours grandement relevé cela pour dire le désaccord, la désaffection, le désamour. Bref, les mots n'étaient pas suffisamment forts au regard donc de ce qui s'est passé à Dikolo. Donc, quel est donc l'héritage qu'on peut retenir, Jean-Claude? Quelle appropriation les pouvoirs publics peuvent se prévaloir d'avoir opéré au détour de cette mémoire-là? Je pense qu'en voulant d'abord lier le contexte d'expropriation de Dikolo au cas de l'assassinat de Rodolphe Douala Mangabel, ce n'est pas du tout le même contexte ni la même chose. Parce que là-bas, nous avons en face, à l'époque, le colon. Qui venait pour arracher les terres. Nous avons le colon qui venait coloniser et qui avait ses méthodes d'une brutalité inouïe et inexplicable. Et de l'autre côté, nous avons des prévaricateurs de la terre. Ce n'est pas la même chose. Parce que parce qu'en réalité, ne confondons pas le colon à certains hommes d'affaires ou bien à certaines personnes qui sont des prévaricateurs en réalité. C'est vrai qu'il y avait les forces du maintien de l'ordre dans les opérations qui ont fait partie des populations de cet endroit récemment, non? Mais oui, les forces de maintien de l'ordre, vous dites bel et bien maintien de l'ordre, puisqu'en réalité, là, on parlait d'une DUP, donc c'est-à-dire d'un décret d'utilité publique. Donc, à partir de ce moment-là, ça se manifeste. Mais maintenant, on est dans la phase où un certain nombre de réparations sont en cours. Et donc, ce qui voudrait dire que quoi? Ne mélangeons pas, parce qu'en réalité, nous risquons d'occulter notre histoire. Je ne pense pas que les colons, par exemple, à l'époque de Rodolphe Douala Mangabel, lui avaient dit qu'ils avaient besoin, par exemple, de construire un hôtel, et qu'il était en train de dire que non, mais il a plutôt eu à défendre les terres dans le sens où ils étaient en train de vouloir rester sur la terre par rapport à leur lieu de vie. C'est différent. Dans le cas de Dikolo, un certain nombre de réparations, il y a une commission qui a été mise sur pied. Nous attendons les conclusions de cette commission-là. D'accord. Et je pense que ne mélangeons pas. Bon, en ce qui concerne l'État, nous avons observé, je vous ai évoqué la loi de 91, l'histoire du Cameroun, parce que c'est lorsque nous connaissons notre histoire, c'est lorsque nous savons qui a fait quoi dans notre histoire, que nous pouvons maintenant nous approprier nos héros. À partir de ce moment-là, il y a une commission également qui est en train d'écrire notre histoire, qui est présidée par Kouma. Je veux dire, y a-t-il encore un doute, par exemple, sur le rôle, la place, les enjeux de la lutte de Douala Mangabel pour nos historiens? Non, mais je ne sais pas si le but de l'histoire est tout simplement d'évoquer un pan, mais ou bien de nous relater totalement. Bon, quel que soit l'aspect sur lequel on le prend. Voilà, donc à partir de ce moment, nous avons déjà dans le cadre de l'imagerie quand même, et nous savons que tel héros est décédé ou bien a été assassiné pour telle cause. Et voilà le nationalisme, par exemple, de Rodolphe Douala Mangabel, qui le nous a légué. Et de là est né un certain nombre de compatriotes qui ont poursuivi ce type d'action.
La résistance a été rude, pratiquement à tous les niveaux. On ne vous évoque pas, par exemple, la difficulté ou bien les difficultés dont ont rencontré les Allemands pour, par exemple, arriver au nord Cameroun. On ne vous évoque pas, par exemple, les difficultés qu'ils ont rencontrées pour pouvoir entrer par l'est du Cameroun. On ne vous évoque pas les Martin Paul Samba et tout le reste. Donc, c'est très compliqué. Ils ont constaté que ce pays, ou bien ce territoire, qu'ils pensaient être facile à conquérir, et donc peut-être les indigènes étaient tout simplement des non-connaissants, et ils ont trouvé une organisation sociétale traditionnelle qui était bel et bien hiérarchisée, organisée, qui avait même des armées, des guerriers, et qui savaient comment elle devait s'organiser, jusqu'à voir même une forme des cultes et tout. Donc en fait, c'est des peuples qui vivaient et qui avaient pratiquement toute une civilisation. C'est cette civilisation-là dont nous avons besoin de connaître. Qu'est-ce qui fait notre identité? Qu'est-ce qui fait notre spécificité? Pourquoi nous n'arrivions jamais à être assimilés? Et jusque-là, vous voyez par exemple, même lorsqu'on a parlé de la défaite des Allemands, on n'a jamais parlé de la colonisation du Cameroun. On a dit que le Cameroun a été mis sous tutelle, sous mandat. Parce qu'en réalité, ce peuple-là, peut-être que nous sommes à peu près comme l'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée à la fin. Donc, non, mais il est clair qu'on n'a jamais été colonisé, on était sous tutelle. Nous avons été sous tutelle. Même si dans la pratique, les méthodes n'étaient pas différentes. Je laisse les historiens, peut-être les sociologues. C'est pour cela que nous devions attendre la lecture véritable de nos questions et qui nous sera enseignée. C'est ton choix. Je pense que lorsque le gouvernement a mis sur pied cette commission, c'est pour que nul n'en ignore et que désormais, il nous sera enseigné tout ce que nos héros... 108 ans après, on attend toujours Jean-Claude. On va peut-être écouter Serge Oubi aussi sur une autre question. Partant effectivement de cette histoire de Douala Mangabel, nos héros, pardon, ça se dit pas, nos héros nationaux, on peut les englober, hein. Peut-on interroger ou alors peut-on essayer d'explorer le prisme sous lequel les pouvoirs publics, le pouvoir politique, au-delà des gouvernants et même vous, les partis politiques de l'opposition et tous les autres acteurs, les politologues, les politistes, donc tous ceux qui sont dans ce champ-là, comment est-ce qu'ils s'approprient ce pan de notre histoire qui c'est peut-être pour mieux appréhender les questions de l'heure? Déjà, le problème anthropologique, c'est d'abord un problème de tous. Mais moi, je pense que celui qui harmonise, celui qui restitue l'histoire, le pouvoir en place, c'est lui qui est le facilitateur en réalité. Vous savez, c'est eux qui ont la décision d'implémenter les programmes dans les différents manuels scolaires. Ils ont ce pouvoir-là. Vous ne pouvez pas vous lever un matin parce que vous appelez Tipeta Tongo, vous décidez que l'histoire de Douala Mangabel, on va commencer à étudier ça depuis la classe de la 6e. Il revient au pouvoir public de le faire. Mais en revanche, ça n'empêche pas que nous, en tant que formation politique, en tant qu'acteurs de la société, nous pouvons, dans le cadre de la formation de nos différents militants, restituer l'histoire de tous nos héros. De tous nos héros. Encore qu'il faudrait que le pouvoir en place du RDPC nous est fait. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit quelques militants quelque part assis, alors tout de suite, on a l'impression qu'on nous tarse d'occuper la voie publique, de faire des meetings non déclarés. Donc ça concerne tout le monde, mais le premier en chef, c'est le pouvoir en place. Moi, je ne comprends pas pourquoi. J'ai envie de poser la question à monsieur. C'est vrai que ce n'est pas moi qui pose des questions. Qu'est-ce qui coûte pour le pouvoir en place? Il dit que, bon, dès demain, tel espace à Bonanjo, fais-moi un monument de Douala Mangabel. Qu'est-ce qui va... Le Cameroun il y aura quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Moi, j'ai envie de poser cette simple question. Vous voulez que je vous réponde? Non, vous avez posé une question. Oui, attendez, je suis... C'est une rhétorique aussi. Non, si vous répondez, non, juste une parenthèse. Alors, je peux par exemple vous dire aussi que qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en train de vouloir canoniser les saints? On prend combien de temps, par exemple, pour dire que tel a été canonisé? Oui, mais 108 ans. Mais à partir de ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que c'est là où il vient de décéder. Hein. 108 ans, il faut attendre. Il faut attendre combien de temps encore alors? Pour dire que quoi? C'est toujours aussi un devoir de mémoire.
c'est toujours une façon de célébrer. Mais justement, la problématique, l'un des points de la problématique qu'on évoquait en attendant que Serge reprenne la parole, c'est de dire que la pratique républicaine du devoir de mémoire, on ne sent pas la mobilisation. Mais ça va revenir à ce que nous avons dit, monsieur D'accord, Djibouta. Serge poursuit. Est-ce que vous connaissez l'histoire du Cameroun? Serge poursuit. On connaît au moins l'histoire de on connaît au moins l'histoire de Douala Mangabel. Papa tombe à 1884. On connaît au moins l'histoire de Douala Mangabel. Mais c'est pour ça qu'on connaît au moins l'histoire de Oumiobe. Désormais, on saura l'histoire du Cameroun. Et à partir du fait que nous connaissons l'histoire du Cameroun, on connaît au moins l'histoire de Oumiobe. Même maintenant de pouvoir dire qu'est-ce que on connaît au moins l'histoire de Ernest Wandier. Non, en réalité, c'est parce que vous... De Osendi Afanda. Oui, là, vous parlez de comment va faire. Oui, on connaît au moins ces histoires. Et voilà par exemple le président. Non, il a posé une question. Voilà par exemple le président français qui était ici. Jean-Claude, ceux qui se sont arrêtés hier pour commémorer connaissent au moins ce qui s'est passé. Non, mais je vous dis par exemple que voilà le président français qui était ici tout dernièrement, lors de sa visite officielle. Il a dit qu'ils vont même mettre sur pied une commission conjointe pour pouvoir rédiger. On n'a pas besoin Donc ça voudrait dire qu'on n'en a pas fini. En ce qui concerne même de ceux qui veulent nous amener à découvrir les choses et à déclassifier les informations. En réalité, moi je constate que le RDPC ne veut pas assumer. Et ce n'est pas bien. Je ne sais pas si c'est la méchanceté ou c'est de l'incompétence. Vraiment. Ce qui est poignant dans l'histoire de Douala Mangabel, à la veille où on doit l'assassiner, le colonel demande d'aller dire au revoir à ses épouses. Et c'est justement à Dikolo où il se place. Il avait la possibilité de s'échapper. Mais comme un bon résistant, il a préféré se sacrifier. Et c'est ça qui m'a... Parce qu'il aurait dû s'échapper. Moi, je ne comprends pas pourquoi le pouvoir en place ne peut pas assumer l'histoire du Cameroun. Parce qu'assumer l'histoire du Cameroun, c'est dire, même aux colonisateurs, mes chers partenaires, nous avons notre histoire. Et nos enfants doivent grandir en connaissant notre histoire. Parce que tout ce que vous dites là, ça ne passe pas dans la tête d'un citoyen lambda qui attend qu'on lui montre le monument de Douala Mangabel ou de Oumiobe ou bien de qui que ce soit. Ça ne passe pas dans sa tête, puisqu'il ne faut pas aller sur la planète Mars pour écrire les équations mathématiques. Pour le faire, c'est une affaire de quelques minutes, c'est-à-dire un document, un décret qu'on a signé là, et puis tout est... Voilà un traité dont on vous a donné 3 appellations. Vous retenez laquelle des appellations. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut prendre la peine d'attendre la rédaction. Un traité germano, Douala, ainsi de suite. C'est ça qu'on vous dit que réécrivons correctement, prenons la peine d'écrire notre histoire et nous allons maintenant... En attendant qu'on réécrive cette histoire, je dis qu'il y a moins d'un mois, moi j'ai vu le film documentaire de Tété Congo. Et de mon regard de scientifique, ce documentaire n'avait rien d'amateur parce que les témoins vivants de cette époque-là ont été interviewés et ont donné leur version des faits. Donc tout le vaudou intellectuel que monsieur est en train de faire là, il ne sait pas qu'il est en train de dire à ceux qui nous écoutent que ce régime n'a rien à foutre avec l'histoire. Parce que s'il faut 108 ans après continuer de nous dire qu'il y a une commission qui va être mise en place et c'est elle qui va... Qui est mise en place. Elle est mise en place. Je peux vous dire que j'ai plein d'amis là-dedans. Eux-mêmes se disent qu'ils ne savent pas quand est-ce que ça va commencer parce qu'ils disent qu'il n'y a pas les moyens. Et on sait là où les moyens sont. Parce que quand il faut débloquer des milliards pour des choses pas souvent intéressantes, par exemple, boire le pétrus, l'argent sort. Mais pour une commission importante comme celle-là, je peux vous dire, 1 an après que cette commission a été mise en place, elle peine à décoller. C'est pour vous dire que l'Église catholique a un verset que j'aime bien. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. C'est clair. Le cœur de vos camarades du parti et de ceux qui nous maintiennent dans l'asservissement spirituel et tout ce qui va avec là, n'ont pas comme priorité la sauvegarde de notre histoire. Parce qu'ils sont en transit. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'histoire, comment peut-il se développer, monsieur Yut? Il me semble que si je veux aller je dois quand même savoir là où je sors et à partir de là où je me trouve, je me projette. C'est pour ça que... vous rejoignez le gouvernement alors. Mais vous parlez de quel gouvernement? Qui vous dit je dis donc que cette histoire existe. N'allez pas insulter tous les travaux des grands historiens que sont les Angèle Benven. Vraiment. Les Eno Meyomese.
Et tous ces grands historiens, le professeur Kouma Doumbé, le professeur Edouard Bokanye, quand même qui ont écrit quand même Achille Mbembe qui aujourd'hui devenu la serpillère de tous ceux qui estiment qu'eux seuls doivent aller s'agenouiller devant les bouteilles de vin en France et pas quelqu'un d'autre. Mais on a quand même une histoire de ce pays. Mais qu'est-ce que vous faites même de ce peu d'histoire même qui existe? C'est, je vous dis que le peu là même là, on aurait pu, de manière systématique, le mettre dans tous les paliers de notre système éducatif. Et nos enfants arriveront en terminale connaissant qui sont ces héros qui ont combattu pour que ce pays devienne ce qu'il est. Vous parlez des leçons d'Ipita. Je vous ai dit, une des leçons qu'il faut retenir de la vie de Tété Kombo, c'était l'amour de sa patrie. Je suis sûr que, ayant vu les captures d'écran du contrat qui nous lie à Coq Sportif, ce monsieur s'est retourné dans sa tombe que je suis mort pour éviter qu'on spolie nos terres. Je suis mort pour qu'on évite de spolier nos richesses. Et 108 ans après, mes arrière-petits-fils sont en train de nous servir ce que Tété Kombo a combattu il y a 108 ans. C'est-à-dire que quand vous regardez les agissements des Camerounais au quotidien, parce que là, je ne parle que du corps sportif, si on avait la possibilité de mettre à nu tous les contrats qui lient ce gouvernement avec d'autres partenaires, je peux vous assurer que des gens vont se déshabiller ici à quoi? Marcher. Parce que quand des gens sont morts, comme Tété Kombo, on ne peut pas vivre ce qu'on a vécu à Dikolo. Parce qu'il me semble que pendant qu'on cassait, il y a des gens qui rappelaient de fort belle manière que ce sont les terres de Tété Kombo. Il y a des gens qui le rappelaient. Mais ça n'a pas empêché que les escouades des forces de l'ordre et des forces du désordre qui étaient présentes sur les sites puissent faire le travail qui était le leur. C'est-à-dire arracher les gens à leur terre, une terre que leurs ancêtres, notamment Tété Kombo, s'étaient battus pour que cette terre nous revienne. Ils ont précédé la République. Moi, j'ai une partie de moi qui est en Belgique, notamment à Anvers. J'ai vu des projets d'hôtels annulés parce que dans la présentation du projet global, on vous dit la façade nord va empêcher qu'on puisse voir tel monument historique. Vraiment. Et pour cette seule raison, je parle des projets de milliards d'euros n'ont pas pu voir le jour. On parle de la forêt de l'Élande. 40 ans après, on n'arrive pas à construire un aéroport là-bas parce que les zadistes vous disent que cette terre, on ne peut pas la brader pour construire un aéroport. Et parce que vous ne croyez pas à l'histoire, parce que vous n'accordez pas l'importance à l'histoire, c'est pour ça qu'il peut arriver même que dans la tête d'un représentant de l'État, j'entends ici les acteurs du MINCADAF et tous ceux qui ont gravité autour de cette affaire, peuvent se retrouver impliqués à Dikolo. Dikolo devait même figurer dans le patrimoine historique national, c'est-à-dire que ça devait être une zone déclassée, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas entreprendre quelque chose là-bas. C'est-à-dire que c'est un sanctuaire, c'est-à-dire que Dikolo devait être un sanctuaire où ne vivent que les descendants de Tété Kombo. Dans des pays sérieux, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le patrimoine, patrimonios, ce que ceux qui étaient avant nous ont laissé. Si vous ne pouvez pas prendre en considération ce que ceux qui étaient avant vous ont laissé, vous pensez qu'après vous, ceux que vous avez laissés vont prendre en considération ce que vous avez laissé. Moi, je connais les sacrifices que vous faites pour construire le patrimoine que vous êtes en train de construire. Je ne suis pas sûr que dans votre tombe, dans 50 ans, vous apprenez que votre fils est en train de brader ces choses-là, vous serez en train de l'applaudir dans l'au-delà. Vous vous retournerez en vous disant, comment autant de sacrifices, comment autant d'efforts faits, quelqu'un est en train de dilapider ces choses. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tété Kombo certainement en train de se poser la question, pourquoi suis-je mort? Surtout que dans le documentaire, et Serge l'a rappelé, il avait la possibilité de fuir. Mais il a dit, je ne vais pas fuir.
le combat que j'ai décidé de mener, je vais mourir pour ce combat. Combien de Camerounais aujourd'hui sont prêts à mourir pour le Cameroun? Ceux qui nous gouvernent, quand ils n'ont pas deux, ils ont 3 nationalités, mais refusent de constitutionnaliser la plurinationalité parce qu'à tout moment, ils pouvaient partir. Et nous laisser dans la merde. C'était comme on n'avait qu'une seule nationalité. Et il est mort pour cette nationalité. Mais ceux qui nous gouvernent, le pays leur donne tout, ils ont tout gratuitement, mais ils n'arrivent pas à sauvegarder ce qui a fait que nous sommes ce que nous sommes. Parce que sans Tété Kombo, les Allemands étaient partis pour prendre tout le Cameroun, pour en faire peut-être un département, peut-être un village allemand. Mais si nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre conscience de ces éléments, ça c'est la première chose que moi j'ai rêvé de Tété Kombo, cet amour pour la nation. Il y avait également cet amour pour ses frères. Oui, il est mort pour ses frères. Il est mort pour ses frères. Et ça, moi, ça me parle en tant qu'acteur politique. Est-ce que les actions que nous menons au quotidien, est-ce que les choix politiques que nous faisons au quotidien, ces choix visent à améliorer les conditions de vie de nos frères? Il me semble que ce n'est pas toujours le cas. Parce que quand vous regardez Douala, qui est devenue ma deuxième ville, vous vivez presque avec la poubelle au quotidien. Il suffit qu'il pleuve pour que des artères soient complètement coupées. Vous ne pouvez pas marcher à plus de 20 heures sans que vous soyez menacé d'agression, tous ces hôtels-là. Pourquoi? Alors qu'on a autant de moyens. Parce que ceux qui nous gouvernent n'ont pas pris la pleine mesure de l'importance de sauvegarder nos mémoires, de l'importance de se battre pour préserver ce que nous avons en commun, et troisièmement, de se battre pour que la communauté tout entière puisse bénéficier de ce que nous avons en commun. Je pense que voilà 3 leçons que moi j'ai pu tirer de la vie de Tété Kombo et qui devraient aujourd'hui interpeller les acteurs politiques, la société civile et les Camerounais d'une manière générale. Et ce plaidoyer vaut le mot de la fin pour vous sur ce thème-là, Poléum. Les autres vont suivre également. Oui, je voudrais déjà saluer l'éclairage, la pertinence des propos d'Aristide Bitoga sur ce plateau, qui en tant qu'historien et enseignant d'histoire, anthropologue, surtout anthropologue, parce que il est là en train de développer ce que nous sommes tout le temps en train de dire à l'AFP, c'est-à-dire la présence des historiens et des anthropologues. Parce que lorsque vous regardez par exemple le Cameroun, vous vous rendez compte justement que la méconnaissance de l'histoire et du pays et des peuples du pays fait en sorte que les gens entrent dans des guéguerres. Par exemple, il y a des gens qui ne savent pas que dans le nord Makombe, vous avez des gens qui viennent du Haut-Kam, qui se retrouvent dans le nord Makombe, qui sont le Haut-Kam, c'est Bafang. Justement, que vous ne savez pas, par exemple, que chez les Barombi, le chef Djongouté est un Bankon, comme il y a ici à Bonalia. Ce genre d'histoire, les gens ne connaissent pas. Ils ne savent pas que les Batanga Kribi sont des femmes qui se retrouvent dans la région du sud, comme il y a les Bassa qui sont éparpillés entre le centre, le littoral et le sud. Or, c'est justement les historiens et les anthropologues qui doivent amener cette identité nationale où chaque Camerounais connaît d'abord l'histoire du pays, l'histoire de la République et l'histoire également des peuples, parce que également elle est importante. Un peuple, c'est également avoir des icônes. Ces icônes, ces leaders, ces images, ces personnes qu'on doit la Mangaben. Si donc ceux qui ont en charge la responsabilité publique d'agir au nom de l'État ne mettent pas en exergue cela, ça veut dire que le peuple il sera à la perdition simplement parce qu'il n'a pas de repère. Personne ne peut avancer sans repère. Il faut bien qu'on construise un pays. J'ai été quand même choqué d'entendre dire qu'il ne faut pas faire le parallèle entre Dikolo, la commémoration de Rudolf de Hamanga. Je crois que c'est une ignorance totale de l'histoire. Parce que c'est à Dikolo justement que Rudolf de Hamanga, pour la dernière fois, se tient le jour de son assassinat. C'est là à Dikolo où il est assassiné. Et on lui pose la question de savoir s'il change d'avis. Il n'a pas été assassiné. Non, je ne veux pas dire à Dikolo, pardon. Je veux dire, c'est là où tu es son dernier discours, puisque ça m'a parlé. Voilà, tu te dis qu'on ne parle pas de Dikolo. Voilà, tu mélanges ça. Et c'est ça les Camerounais vont nous écouter. Non, pardon. Non, en fait, je voulais dire, c'est là où il tient son dernier discours, juste avant de partir. Pourquoi j'étais choqué? Parce qu'en réalité, ce qui se passe à Dikolo, c'est l'acte allemand qui s'est reproduit à Dikolo. C'est-à-dire que le colon arrivait, il voulait arracher les terres. Et il arrachait violemment. Ce qui s'est passé à Dikolo, c'est un arrachement. C'est-à-dire que c'est un accaparement violent des terres fait par
par l'État du Cameroun. Parce que le RDPC littoral, je précise bien, le RDPC, c'est pourquoi il a joué littoral, est entré dans une stratégie dans ce dossier pour faire croire qu'il s'agissait au départ d'une communauté qui vient arracher l'État à Douala pour distraire les gens. Deuxièmement, ils font croire maintenant aux gens qu'en fait, c'est à cause d'un projet. Or, ce monsieur n'est que locataire d'un espace, pareil comme Dangote. Dangote est arrivé au Cameroun, il a dit, je veux créer ma cimenterie. Il ne vous a pas dit que j'ai la carte du Cameroun et de Douala, voilà, je veux la base F. Il vous a dit, je veux créer ma cimenterie. C'est vous qui allez lui donner la base F, où vous saviez que ce terrain, bien que n'appartenant pas au Ngondo, mais c'était là où se célébrait la fête du Ngondo. Et vous allez maintenant donner l'espace qui est sur l'autre rive. C'est la même chose qui se passe du Kolo. Ça veut dire que seul monsieur qui est cité dans ce projet, ça aurait pu être Moyoum, ça aurait pu être Dibita, Serge Oumbi, Arthur Luka ou Youth, que l'État aura arraché cette terre. Or, et moi je dis que sur Dikolo, depuis le départ, je le dis toujours, il n'y a aucun projet hôtelier là-dessus. C'est des gens qui ont décidé d'arracher les terres des Bellois pour se les partager. Prenez le cas par exemple, là où il y a la société d'électricité que je ne vais pas citer, le derrière célèbre lycée français. Tout ce derrière, c'était des terres des Bellois que l'État avait pris parce que disait on voulait faire un projet. Tout le monde venu, le projet n'a pas marché. On a commencé, les fonctionnaires ont commencé à vendre ça à des individus et c'est exactement ce qui va se passer à Dikolo. Et moi, j'ai dit également aux gens qui sont tout le temps en train de porter les effigies du chef de l'État et du RDPC, certains ont dit qu'ils priaient, ils espéraient que le chef de l'État va intervenir. Je ne sais pas si c'est lui la justice et que s'il n'intervient pas, ils savent pas où ils vont aller. C'est donc ça la réalité. Parce que je constate quelque chose, quand je parle du RDPC littoral, vous voyez des gens là qui crient qu'on a arraché du Kolo, certains vont chez le Premier ministre, ils prennent les photos, c'est bon, publier sur les réseaux sociaux. Leurs noms sont encore cités d'autres qu'apparemment étaient à Bouya. Ça veut dire que, et donc, je vous dis, dans le Ndé, vous savez, dans le Ndé à Baganté, il y a deux familles qui ont décidé que le Ndé c'est pour eux. Tout le monde le sait, qui prennent les terres des gens. Il y a un célèbre homme d'affaires à Bandjoun qui est décédé, qui a les terres. Jusqu'à aujourd'hui, il a confié plus de 50 familles pour les terres. L'ancien ministre André Tchungi, tout le monde sait ce qui s'est passé à sa mort pour les histoires des terres. Donc, des gens ne peuvent faire un système où il y a une mafia, où des bandits s'organisent pour arracher les terres des populations. Et vous venez demander à ceux qui sont complices de ces actes ailleurs de venir dans leur région, y criminels dans leur région que non. Donc, non, je reste dans le thème. C'est pour dire que cette histoire de Dikolo, accaparation, je censure. Bon, peut-être je vais changer le mot, peut-être, mais cela n'empêche que ce sont des actes. Bien sûr. Non, mais tant que vous n'avez pas été jugé par un tribunal qui détermine votre statut. Même les Allemands, même le cas attendez que le tribunal s'en occupe. Nous, ici, on n'est pas là pour dire. Oui, non, c'est pour dire qu'il y a, tout le monde sait quand même qu'à Dikolo, il y a une mafia qui est organisée par. Et vous avez appelé aujourd'hui les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre agissent sur instruction. Et l'instruction a été donnée par une autorité qui a reçu également une instruction. Oui, ça veut bien dire que j'ai relevé parce que vous avez cité un nom et après vous avez fait vous avez dit Antitsongi. Non, j'ai pas dit que lui. J'ai dit que quelqu'un qui n'existe plus. Non, j'ai dit que lui, par exemple, il a eu à sa mort, il y a eu des soucis par rapport à des terrains. Je ne l'ai pas dit qu'il y a eu des soucis. Donc c'est pour dire que lorsque vous avez dans l'État qui décide, des individus dans l'État qui sont complices de la mafia, le chose arrive chez eux, ils doivent se taire, ils ne doivent pas manifester parce qu'ailleurs ça se passe, ils ne dénoncent pas. Donc les gens arrêtent la récupération politique parce qu'on voit ce que le RDPC, le président encore littoral, essaie de faire à croire aux populations qui est totalement faux. L'affaire du Kolo, c'est une affaire de banditisme d'État où des individus qui sont aux affaires militants du RDPC et des fonctionnaires se sont mis ensemble pour prendre les terres des Bellois, les arracher. Merci. Et je vous dis, vous allez voir dans les prochains jours comment les chantiers, les grosses maisons vont pousser là. Parce que c'était ça, en réalité, le projet social. Oui. Si on doit donc honorer nos héros, il faudrait donc qu'on profite de l'occasion pour faire la refonte de la loi sur le foncier au Cameroun. Douala Mangabel s'est sacrifié pour les terres. Et aujourd'hui, 108 ans après, on parlait des terres. Par coïncidence, encore de Dikolo. C'est un problème. C'est pour cette raison que dans le chantier, notre premier chantier au MRC, nous parlons du Parti républicain. Dans ce chantier, on explique comment il faut que tous les Camerounais s'asseyent autour d'une table et qu'on redéfinisse. Parce qu'il y a des éléments sensibles dans une nation. Quand vous voyez les plus grandes conquêtes du monde, c'est beaucoup plus pour occuper la terre.
ce sont des points très sensibles et ça peut embraser tout un pays. Et quand vous lisez l'histoire de Douala Mangabel, avant d'arriver en rébellion contre les Allemands, il a épuisé tous les voies. Il est même allé, c'est-à-dire tous les voies de recours. Il y avait même de la justice dedans. Parce que les gens pensent que Douala Mangabel s'est levé un matin, il a dit non aux colons. Non, quand vous lisez l'histoire, il a épuisé tous les voies de recours qu'on restitue les terres. C'est quand ça n'a pas marché qu'il a dit, bon, ok, je préfère me sacrifier. Exactement le même cliché qu'on peut retrouver à Dikolo. Donc moi, je dis, il faut qu'on profite de l'histoire de Dikolo pour honorer la volonté de Rodolphe Douala Mangabel. Et il a à peine fait 7 ans au trône parce qu'il succède à son père en 1908 et il a assassiné en 1914, très jeune qu'il était. Et on le prend en disant haute trahison. Donc, moi j'ai l'habitude de dire aux Camerounais, si nous, chacun en ce qui nous concerne, ne s'approprie pas du Cameroun, sachez qu'il y a des gens qui viendront avec la peau noire, mais qui seront des colons. Parce que colon ne veut pas dire forcément un blanc. Colon, c'est sur le caractère. Comment vous administrez les gens. Parce qu'il est question que, j'interpelle M. Yut et son gouvernement, il est question qu'on refait le système foncier au Cameroun. Merci. Jean-Claude. C'est une bombe à retardement. Fils-Yut. En guise de mot de la fin sur la première question. Non, il va dire qu'on attend le livre d'histoire qui va sortir. Laissez-le me parler, vous faites un procès d'intention. Je voudrais d'abord rassurer M. Paul il n'y a pas de souci. Je voudrais rassurer M. Paul que lorsque le rapport arrive, lorsque la population, lorsque le peuple cherche à se référer au chef de l'État dans le cadre de la justice, c'est parce que la Constitution a prévu un certain nombre de mécanismes dans ce ordre. Le droit de la grâce présidentielle, ça relève des fonctions du président de la République. L'amnistie, ça relève du président de la République. Donc, uniquement à citer ces deux éléments, vous savez que vous pouvez être condamné jusqu'au niveau de la Cour suprême et après solliciter la grâce présidentielle. C'est de la justice, monsieur Paul. C'est de la justice, monsieur Paul. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas à dessein, ou bien ce n'est pas dans l'imaginaire de solliciter ou bien pour un peuple de faire appel au président de la République. Et l'histoire nous donne raison, parce qu'en réalité, ce président de la République a toujours répondu à ce peuple-là et a donné gain de cause et raison à ce peuple. Les téléspectateurs ont noté que M. Aristide Bitouka, toute l'histoire qu'il nous a racontée en sa qualité d'anthropologue du roi Rodolphe Douala Mangabel, c'est à travers le film qu'il a vu. Film documentaire. Non, c'est-à-dire que le peuple qui nous écoute et que les téléspectateurs qui nous regardent sachent que film documentaire. Les fondamentaux de l'anthropologue d'ici aujourd'hui, c'est le film qu'il a vu. Documentaire, et nous savons que les films relèvent également de la fiction. Je ne dis pas que ça ne part pas sur la base d'une histoire vraie. Il doit non, il va... Il ne veut pas préciser. Je dis bien film documentaire. Arrêtez. Voilà. Vous avez quelqu'un qui est très sensible aux mots que vous utilisez. Voilà. Laissez-le terminer. Merci. Jean-Claude, allez-y. Je ne suis pas... Voilà. Non, allez-y. Je n'ai pas dit que vous avez dit des conneries, ou bien que vous dites quelque chose qui n'est pas vrai. Mais j'étais en train de vouloir vous éveiller ou bien attirer l'attention des uns et des autres sur la pertinence de ce qu'on appelle les fondamentaux de l'histoire. Et qu'on soit d'accord et qu'on s'accorde sur notre histoire. Parce qu'en réalité, les uns et les autres, chacun peut raconter l'histoire, de la manière dont il a perçu l'histoire. Chacun peut vous dire, la preuve en est que je peux... Il y a par exemple souvent un exemple qui est enseigné en matière de communication où on vous dit que la capacité même à dire exactement ce qui vient d'être dit est très difficile même pour l'être humain. Je vous donne un exemple. On nous a souvent fait cet exercice. On vous dit quelque chose ici à cette oreille, on vous dit la même chose à l'autre. À peine qu'on soit au 4e, 5e personne, il y a eu reformulation. Mais il faut commencer quelque part. Bon, enfin, c'est pour vous dire que quoi? Il est important de revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est l'écriture de l'histoire. Et l'État camerounais a compris
qui doit l'écrire. D'accord. Il a évoqué par exemple le cas... Pour terminer, hein, Oui, parce oui, qu'on a plus qu'une c'est-à-dire minute. il y a eu beaucoup de choses et les téléspectateurs vont comprendre que c'est incroyable. Bon, avant de poursuivre Lui, quand même. il avant a de vu poursuivre, le contrat avant de corps poursuivre, sportif. avant de Il a vu le poursuivre. contrat corps sportif Fédération Avant de camerounaise. poursuivre, puisque vous avez- Là où l'exécutif de la Jean-Claude. Fédération camerounaise dit qu'elle n'a jamais vu ce Jean-Claude, contrat. avant de poursuivre, Aujourd'hui. avant de Mais lui, il l'a poursuivre, vu. puisque vous avez On plus a d'un vu. élément de réponse, il est quand Le même RDP, juste, c'est la distraction. il est quand même juste Ah, vous êtes d'apporter la fort. précision de Sage. En fait, quand il dit film documentaire, il s'agit d'un documentaire. Et le documentaire, c'est quand même pour certains cas, ou dans certains cas, un travail scientifique. Scientifique, fouillé. Donc, je pense que si vous vouliez Avec des grands noms insister connus. sur cet élément avancé pour la clarté, pour le clarifier aux téléspectateurs, il faut donc être complet là-dessus. Je vous laisse poursuivre pour les deux Oui, oui, autres. mais si vous voulez même qu'on soit alors complet, lui qui est également un homme de science, il sait par exemple que en matière de science, un comité scientifique doit aussi s'asseoir sur la pertinence de la qualité. Est-ce que ce film documentaire est-il passé par ce comité scientifique? Mais c'est vous qui devez l'organiser depuis des années. Non, c'est pour vous dire que, c'est pour vous dire que venir Non, en faire ouais, comme non, non, s'il non, connaît ça, déjà c'est l'histoire. Paul. Et venir en faire comme s'il connaît déjà l'histoire. Non. Je voudrais par exemple Vous avez dire vu, que Jean-Claude, vous comprenez Jean-Claude. pourquoi il est important Ne donnons pas de l'impression- dire qu'on doit voilà. écrire l'histoire. Ils ont l'impression Parce qu'en qu'on ne connaît pas réalité, l'histoire au Cameroun. même sur l'aspect scientifique, on peut commencer à critiquer avoir le peur déjà documentaire. des- Alors, pour ne pas donc se retrouver avec des intellectuels et des grandes connaissances et des grandes figures qui savent même de quoi il est question. Je vous dis par Non, exemple que, Jean-Claude, je vous prends un Jean-Claude. petit exemple. Avant le l'exemple. traitement, le traité germano-douala ou bien germano-camerounais. Oui. C'est déjà 3 appellations. Jean-Claude, C'est pas un À problème. vous de nous dire. Et vous allez mais voir que... cette question a été abordée scientifiquement. Et on a cité certains, par exemple, et moi je l'ai reçu ici par le professeur, Koumandoumbé. Sa Majesté Tout à fait. Koumandoumbé. Moi je l'ai reçu ici dans une émission de 90 minutes qui a levé tous ses pans. Et d'ailleurs, je peux vous envoyer dans les archives Il est membre même de d'entretien la avec, je crois, commission. Il est membre de cette commission de rédaction. Non, mais pour Et- revenir en et un mot, pour c'est revenir, vous pour dire revenir que en un nous mot, allons avoir l'histoire. pour ne pas laisser passer Faisons ça, confiance. pour ne pas laisser passer ça et ne pas heurter la sensibilité des gens qui ont produit ce documentaire. Je dirais simplement que si vous ne l'avez pas encore regardé, ou si vous n'avez pas, C'est 1h30. si vous n'avez pas les contours de la production de ce documentaire, il vaut mieux qu'on ne s'y avance pas. Non, je vais encore dire Mais quelque chose. Non, pour chuter dans ce sens. Il faut qu'on ait au moins 50 minutes pour le Je vais prochain toujours thème. dire au docteur Aristide que lui, il a vu ce documentaire il y a cela 1 mois. Il a été également projeté au cours de la semaine de Tété La fête nationale, Tété la Combo. première fois. Il a été Ah, projeté également ici au Parc des Princes, tout dernièrement. La semaine allait du 4 Bonjour. au 8 août. Ce documentaire, film documentaire, a D'accord. également été projeté. C'est pour vous dire Pourquoi que la statue ne vous voyez, s'approprie pas vous le voyez- documentaire? vous voyez déjà que Nous nous étions en train de parler. ne sommes plus en débat. Nous étions en train de parler de la commémoration et tout. Il n'a même pas suivi la semaine. Merci. De commémoration. On va Mais il passer nous au parle deuxième des thème. éléments du Je sujet veux cela dire, un ajoute mois que aujourd'hui. ce film documentaire passe pour la première fois, c'était le 20 mai, je crois, 2020 ou 2021, mais je pense bien 2020 sur la chaîne nationale. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va célébrer la fête nationale, ce documentaire était comme au plat, ça passait sur la chaîne nationale pour qu'on montre ce héros qui était le père de la patrie. Merci. Parce que Tété Combo, c'est Je l'histoire n'ai de la- pas dit qui que le veut dire père de la documentaire est nation. Merci. mauvais. Et j'ajoute J'étais en train autre de chose. dire que sur Youth, le plan en fait, de Youth, l'anthropologie moi par et de exemple qui suis l'histoire, ici, on il y est a en train 3 ans, d'écrire cela, il y a on peut 3 pas ans, dire j'ai cela. participé à un documentaire sur l'histoire du Ngondo, le chevalet épée, qui n'a pas encore été diffusé. Donc le jour où on va diffuser ça, Youth va venir dire Merci. que le documentaire, ce que vous voyez, c'est le mensonge. On va passer au deuxième thème, et pour dire peut-être un dernier mot sur ce documentaire est l'élément historique le plus fidèle pour l'instant qui ait pu retranscrire la vie, le combat. Attendons l'avis du comité Laissez-moi scientifique. non, je suis plus dans le débat. Laissez-moi L'avis terminer. du comité On n'en a plus scientifique besoin. C'est une affirmation. Ah oui, vous avez fait une affirmation. Mais C'est plus il revient à vous que ce de plus que ce documentaire époque un nom diffuser son scientifique. quotidien. Oui, les historiens y ont travaillé, Non, mais- les historiens. anthropologues y ont travaillé, Voilà. les sociologues y ont ont travaillé, travaillé. les responsables traditionnels y ont travaillé, les Religieux même. religieux y Les ont travaillé, patriarches même. les politiques y ont travaillé. Quand même. La commission Bon. aussi va entériner. Mais ces gens Non. sont dangereux. La commission a invité ces gens justement à cause de ces résultats, Mais voilà. à cause de ces recherches. C'est une bonne chose. Pour qu'ils Voilà. vulgarisent ces Attendons travaux. juste les conclusions. On va de prendre la commission, transition. et nous aurons l'histoire du Cameroun. Et on passe au deuxième thème. Ouais, vous respectez ODP. Vous faites de la politique sur tout. Vous faites de la politique sur tout.
Alors, on parle donc de la journée internationale des peuples autochtones qui s'est célébrée dans le monde et au Cameroun aujourd'hui. Messieurs, d'entrée, je vais d'abord vous demander, pour vous, selon votre prisme, quelle appréciation, quel sentiment, comment est-ce que vous jugez la place que le Cameroun accorde à ces peuples reconnus comme étant autochtones? Parce que là également, vous savez qu'on a un débat entre tribalité, tribalisme et tout le reste ici dedans, où il y a souvent une confusion entre autochtones et allogènes. Donc il faut évacuer tout ça. Il y a des canons universels, internationaux, reconnus par les Nations Unies qui déterminent qui est peuple autochtone et qui ne l'est pas. Et au Cameroun, on en a déterminé deux groupes. Les Bororo, Pygmées Bororo. et les peuples Bororo. Alors pour vous, quelle est la place que le Cameroun accorde ou que le Cameroun consacre, Serge, à ces peuples-là? Voyez-vous, le peuple autochtone, les peuples autochtones, je préfère dire, ont précédé la République. Et lorsqu'on pensait à la République, on n'a pas tenu compte de ces peuples-là. Vous allez vous rendre compte que, généralement, ce sont des peuples, ce sont des nomades, généralement. Et si on prend seulement le cas des Pygmées, parce que Pygmées, c'est l'ensemble de plusieurs peuples. Il y a les Baka, oui. Vous allez vous rendre compte que déjà très peu ont accès à l'école. S'il faut parler sur le plan scolaire, très peu. Et quand vous regardez, le Cameroun a signé le traité, le droit de l'homme et des peuples. Et vous allez voir à l'article 17 de cette convention, ou bien de ce traité, que chaque peuple a droit à l'éducation. Normalement, on devait faciliter l'éducation à ces peuples de façon que l'accès dans les lycées, dans les établissements publics, ne soit pas sur concours. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, que les peuples que moi j'appelle les Bantous. Ils n'ont pas les mêmes moyens pour avoir accès à l'éducation. Vous allez vous rendre compte que lorsque l'État veut faire des concessions à des partenaires pour exploiter des forêts, ils ne tiennent pas compte de la vie du peuple autochtone. S'il y a des pygmées, par exemple, si ça c'est la forêt et que les pygmées vivent ici, l'État, en donnant la licence à M. Youm d'exploiter le bois ici, ne tient pas compte qu'il y a des pygmées qui vivent ici. Et ça fait des frustrations. Vous allez voir même les oléoducs, Pabla, Tchad, Cameroun. On a eu à déguerpir les autochtones dans les lieux par force. Et vous voyez, ils n'ont même pas la capacité de se défendre au niveau de la justice parce que nous connaissons tous sur ce plateau la problématique du titre foncier au Cameroun. Donc moi je dis, quand j'ai cité tout ça, je me rends compte que l'État du Cameroun viole constamment le droit des peuples autochtones. Et si vous regardez même dans l'administration, je doute fort qu'il n'existe même pas une élite autochtone. Il n'existe même pas. Et si vous dites par exemple que voilà un pygmée et qu'il y a 5 personnes ici, vous allez regarder la réaction des gens. C'est chacun qui va chercher à regarder comment est le pygmée. Pourquoi? Parce que sur le plan même social, le gouvernement n'a pas suffisamment implémenté de façon que les autres les regardent comme des citoyens qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Les gens les voient plutôt comme des sous-hommes. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire, ceux qui harmonisent la société, c'est l'instant dirigeant. Et ça serait très compliqué si on continue à vivre de cette façon. Parce que, pour moi, le peuple autochtone, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine dans la mesure où, si vous regardez c'est un peuple qui garde encore ses valeurs ancestrales et qui ont beaucoup de connaissances en ce qui concerne la médecine traditionnelle. On pouvait aussi exploiter ça. C'est une richesse pour nous. En même temps, il faut néanmoins avouer, pour le reconnaître, que les pouvoirs publics font des efforts d'encadrement, tout au moins. On sait qu'il y a des Baka, par exemple, dans le sud, du côté de Bipidi, où il y a des camps qui sont construits, aménagés pour les accueillir, les envoyer à l'école. Bref,
Je veux dire que tout n'est peut-être pas parfait, mais il est juste de le reconnaître quand même. Oui. On ne dit pas que l'État ne fait rien, mais c'est timide, c'est insuffisant. D'accord. Lorsqu'on crée des parcs, par exemple, des parcs zoologiques botaniques sur leur territoire sans toutefois chercher à les recaser, c'est justement une brutalité qui ne dit pas son nom. D'accord. Voilà. En fait, je voulais quand même apporter cette précision. Oui. Paul Eyoum. Oui, ce sujet rejoint un versant du précédent sujet lorsque je parlais de l'histoire des peuples même de notre pays. Ça rejoint totalement ce versant parce que lorsqu'on connaît l'histoire des peuples de notre pays, on sait comment aborder ces différents peuples. Vous savez par exemple que le mot autochtone, vous l'avez dit aujourd'hui, là nous parlons du droit des peuples autochtones reconnus par les Nations Unies parce que la Constitution du Cameroun et la compréhension d'autochtone au Cameroun, oui, c'est autre chose. Donc là, pour ne pas que les gens soient perdus, là nous parlons des droits de population, c'est-à-dire celles qui sont reconnues au niveau des Nations Unies. Vous avez cité les Mboro, vous avez cité également les Pygmées. Et moi, je me rappelle, quand j'étais petit, on voyait les Mboro passer là, les dames là, avec leur coiffure, elles n'attaient même les gens. Aujourd'hui, je n'en vois plus. Je n'en vois plus. Un peu nomade aussi. Oui, je n'en vois plus. Cela veut dire qu'il y a un changement d'attitude, un changement de culture. Il faut maintenant que les anthropologues comme Aïssi Bitouga et les autres essaient de nous expliquer pourquoi il y a 20 ans, 25 ans, peut-être même 15 ans encore, on voyait les Mboro marcher dans les quartiers, aller, et qui étaient même souvent très sollicités pour les nattes et autres. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Les Pygmées, on sait qu'ils sont toujours occupés dans la situation, dans la zone forestière, et c'est là où ils se sentent le mieux. Puisqu'on a même déjà essayé des fois de sortir les Pygmées de leur carcan, mais ils ont toujours dit non, nous voulons rester dans notre identité. Et cela fait partie justement des peuples qui font l'histoire du Cameroun et sur lesquels on devait travailler pour organiser le tourisme des peuples, c'est-à-dire venir voir au Cameroun ce que c'est que le peuple. Les Pygmées ont une renommée mondiale, je dis bien mondiale. Exact. On sait qu'au Cameroun, il y a des Pygmées, mais le ministère du Tourisme devait justement organiser cela parce que lorsque les touristes, vous avez par exemple des images où vous voyez des expatriés qui viennent au Cameroun et qui décident d'aller par exemple à la rencontre des Pygmées, les Boros si on veut. Et cela, on a l'impression que le ministère du Tourisme n'accompagne pas véritablement ces actions pour dire que le Cameroun, non seulement qui est un pays reconnu sur le plan culturel comme l'Afrique en miniature, il y a deux peuples tels que les Boros et les Pygmées qui fondent cet État qui existe et qui a trouvé ces populations-là depuis des centaines d'années. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la situation des peuples autochtones, vous savez, il y a le problème des terres qui se pose. Il y a la violation des droits de l'homme. Parce que lorsque vous avez, par exemple, on parle des projets miniers, des projets, etc., dans certaines régions, où il y a des populations qui se plaignent qu'elles ne sont pas prises en compte. Vous ne pouvez pas me dire que lorsque vous allez dans une localité pour mener des affaires, l'État doit être le garant de la préservation de la culture, la préservation de l'environnement, de l'espace vital de ces populations, ne fasse pas bien son travail. Aujourd'hui, je suis content et je félicite d'ailleurs les efforts du gouvernement de pouvoir donner ne serait-ce que l'éducation à cela. Mais maintenant, il y a un autre pan, c'est l'intégration de ces individus dans la société. Comment ils sont intégrés dans la société? Vous savez que dans les grandes républiques qui se respectent, là-bas, on essaie de mettre des mécanismes qu'on appelle la discrimination positive. Pour que toutes ces personnes-là se retrouvent dans l'État. Vous savez, souvent même quand on parle de discrimination, vous savez que les tests par exemple de la République disent qu'il faut prendre 5% du personnel doivent être les handicapés. Mais vous ne voyez ça ni chez la fonction publique, ni dans le privé. Et on vous dit que tous les bâtiments à caractère public, ou les services publics, doivent faciliter l'accès aux handicapés. Mais vous voyez, on met les escaliers, ça c'est au moins 8 niveaux. Comment on fait? Donc ça veut dire que les dirigeants actuels n'ont pas le souci véritable de la prise en compte des minorités. Et c'est justement des choses comme ça qui font en sorte que la République du Cameroun a des difficultés à véritablement devenir une nation. Les peuples ne peuvent pas devenir une nation lorsque les dirigeants ne prennent pas en compte les spécificités qui existent sur ce territoire. On parle des Mboro, qui sont un peuple qui étaient nomades, comme je l'ai dit, mais qui ne se déplacent. Mais il faudrait également qu'on les aide. Après cette intégration, au niveau scolaire, l'intégration dans la société, il y a aussi la présentation au niveau mondial comme des peuples qui sont au Cameroun et qui sont respectés et qui sont valorisés. Jean-Claude Fissiout, sur la même question. Oui, j'ai entendu beaucoup de choses, mais il faut que nous comprenions aussi, parce que la notion de l'autochtonie, par exemple, évolue en fonction du prisme du temps. C'est-à-dire que quoi?
vous avez évoqué les Pygmées et les Mbororo. Nous allons effectivement nous sommes en accord, mais nous allons dire que ce sont les peuples autochtones d'origine, c'est-à-dire à une certaine époque où on voudrait parler de l'origine de notre nation, de l'État Cameroun. Mais aujourd'hui, nous avons des peuples qui se revendiquent autochtones de certaines terres qui ne sont ni Mbororo ni Pygmées. Donc à partir de ce moment-là, ça voudrait dire que la notion évolue dans le temps parce qu'il y a certains qui migrent et qui se considèrent comme les premiers occupants d'une terre. Et à partir de là, ou bien les occupants les plus anciens d'une terre, à partir de ce moment-là, ils se reconnaissent autochtones. Et en disant qu'ils ont accueilli les autres qui vont maintenant assimiler comme des allogènes. Donc, ici, autochtone ne veut pas dire peuple minoritaire. Il y a des localités dans notre pays où les autochtones sont majoritaires. Et plutôt que ceux qu'on appelle allogènes, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de ce peuple autochtone, ils peuvent être même des minorités. Je peux vous citer des cas. Donc, le cas de Douala est différent du cas de Samblima, est différent du cas de ceci. Donc, nous disons que c'est une notion qui varie en fonction du prisme de date. Mais en ce qui concerne l'État du Cameroun, l'État du Cameroun a pris les devants. Par exemple, la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées nous dit que ne peut être maire d'une ville, par exemple, qu'un autochtone de la ville. De la région, Non, de la ville. De la région. Pour la mairie de ville, c'est de la région, monsieur. Ok, autochtone de la région. Non, pour la mairie de la ville. Oui, c'est la région. C'est la région. De la région, ok. Pareil pour le président du conseil régional, autochtone de la région. Donc vous voyez que c'est déjà une façon. Mais est-ce que c'est, par exemple, dans le cas de la région du littoral, est-ce que nous parlons ici des Mbororo et des Pygmées? Non. Alors, donc vous voyez que la notion a évolué, mais l'État protège ceux qu'on considère et dont tout le monde reconnaît comme autochtones à travers cet élément. Bon, maintenant, nous allons dire que beaucoup de choses sont en train d'être faites dans le sens de la protection, mais nous devrions non pas nous considérer dans les deux entités allogènes autochtones, mais beaucoup plus comme frères, beaucoup plus comme citoyens d'une nation, beaucoup plus comme résidents, beaucoup plus comme concitoyens, beaucoup plus comme compatriotes. Donc, pour nous, c'est plus intéressant. Le RDPC, lui, prend sa quote-part de responsabilité parce qu'en réalité, dans le cadre de la composition des différentes listes électorales du RDPC, vous allez toujours retrouver le mot où on vous dit qu'il faut tenir compte des composantes sociologiques. Bon, du camp de M. Serge Yumbi, ça n'existe pas, parce que c'est la proximité sociologique là-bas, naturellement. Bon, mais c'est de leur affaire là-bas. Mais en ce qui concerne le RDPC, nous prenons en compte toutes les composantes sociologiques. Donc, et il commence même à être difficile d'identifier ce qu'on appelle le peuple autochtone d'origine. Parce qu'il y a un métissage, il y a un brassage entre les peuples aujourd'hui. Souvenez-vous, qu'on nous dit que les Kotoko, par exemple, sont les descendants des Sao. Mais la taille que les Sao avaient, ce n'est pas la taille là que les Kotoko ont aujourd'hui. Donc, vous comprenez qu'on a évolué, c'est un métissage. Vous allez, avant, un Pygmée, c'était reconnu que c'est celui qui a autour d'une taille maximale peut-être de 1,50 m. Mais ça a évolué parce que certains pygmées sont sortis de la forêt et ont connu des déplaçages avec les autres peuples et il est né un certain nombre d'enfants et ces enfants-là ne sont pas forcément pygmées. À partir de ce moment, la notion continue à évoluer. Donc nous disons que l'État prend sa part de responsabilité, essaye du mieux qu'il peut à protéger les peuples autochtones qui peuvent être dans certaines localités majoritaires comme dans d'autres minoritaires, mais leurs droits sont respectés et observés. Aristide Bitoga.
J'avoue que j'ai souvent été émerveillé par la pertinence des propos de Youf, mais aujourd'hui, là, je suis complètement largué. Peut-être l'invitation lui est parvenue tard et leur répétiteur qui écrit souvent les éléments de langage n'a pas été suffisamment très pointu parce que c'est laborieux à la réalité. Nous avons parlé tout à l'heure de l'ambassade d'Allemagne qui est venue par un acte de culpabilité faire une déclaration forte qu'on baptiserait des rues en Allemagne Douala Mangabé. C'est la même chose avec ce qu'on appelle peuple autochtone, qui, je veux vous le dire sur ce plateau, sont aujourd'hui reconnus, entre guillemets, dans la Constitution camerounaise, toujours par le travail des autres, et jamais par nous. Peuple autochtone n'est pas un mot qui dépend de la compréhension du RDPC ou de vos camarades du parti qui sont au gouvernement. C'est une expression consacrée au niveau des Nations Unies. Tout à fait. J'en parle avec autorité parce que je suis membre du JIPA, Groupe international de travail sur les peuples autochtones, avec voix consultative aux Nations Unies. Et ce matin, je prenais part à la dédicace de cet ouvrage en marge de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones, qu'un collègue historien a écrit « Les pygmées du Cameroun dans l'État-nation, chronique d'une colonisation ». Et je vais vous dire, à cette cérémonie où le gouverneur était invité, il s'est fait représenter. Comme toujours. Le délégué régional de la culture s'est fait représenter. Le délégué des affaires sociales s'est fait représenter. Il n'était même pas là. Comme j'ai dit, ouvrez un snack, invitez le maire, il sera là. Ouvrez une salle de lecture, il va se faire représenter. Ça en dit long. Qu'un jour aussi important qui consacre au niveau international une classe sociologique comme celle des peuples autochtones, que ceux qui incarnent la République au niveau décentralisé de la région se fassent représenter. Moi, j'insiste en tant qu'acteur politique sur les symboles. Les symboles nous parlent et nos motos sont nos priorités. C'est de ça qu'il s'agit. Notre constitution, dans son préambule, est assez claire. On parle des minorités. Notre constitution le dit dans son préambule. Oui, protection des minorités, on est d'accord. Oui. Mais on n'a pas dit le contraire. Mais les qui rentrent dans les minorités, justement, donc, parce qu'il y a un flou. Une confusion. Un flou qui est... Un flou qui est, c'est-à-dire qui est ontologique même au RDPC. J'ai écrit un article il y a quelques années où je parlais du photocopiage. Cette capacité à prendre l'original, à le maquiller et à distance, on a l'impression que c'est l'original. Tout proche de nous là, au Congo-Brazzaville, où vous avez également ces peuples autochtones, utilisez le mot pygmée. On vous met en prison. C'est péjoratif. Non, je dis on vous met en prison. Je n'ai pas dit péjoratif. Je dis on vous met en prison au Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que vous dites à quelqu'un, regarde-moi ces pygmées. Vous faites la prison. Et là-bas, ils ne sont pas dans le saupoudrage des listes à coloration sociologique. On dit, on veut tel nombre de maires, peuple autochtone, c'est-à-dire pygmées. On veut tel nombre de députés, on veut tel nombre de sénateurs. Ce n'est pas un truc qu'on négocie. Quand on lance un concours à la fonction publique, il y a des quotas. Voilà un État qui ne montre pas des actes la place qu'elle accorde à des minorités. Et Youm l'a si bien dit. La notion d'équilibre régional. Ce n'est pas l'équilibre régional. La notion de solidarité Mais je ne nationale. vous reconnais pas aujourd'hui, M. Youm. Je ne vous reconnais pas ce qui se passe. Vous ne le connaissez pas. Vous Mais il est pas pertinent. Vous ne le connaissez pas. C'est juste Est-ce que vous que ne ça le vous connaissez parle? pas. Ce n'est pas de l'équilibre sociologique ici. C'est que dans un contexte d'État-nation, toutes les composantes sociologiques, et vous l'avez si bien dit, et depuis tout à l'heure rappelé, sont partie intégrante. Parce que quand on va construire dans ces camps, vous les avez cités à Bipindi, où on scolarise ses enfants pygmées,
puisque c'est l'expression que tout le monde comprend, même si le mot qui s'y est, c'est paléo-négro-africain. Quand l'enfant a dans le BPC, il est livré à lui-même. Pour ceux qui ont pu pousser le probatoire, livré à lui-même. Ce matin, j'étais avec 4 doctorants, BACA, sciences politiques et sciences économiques. Mais allez voir comment les gens écarquillaient les yeux. C'est-à-dire que c'est comme si on avait 4 martiens qui étaient arrivés sur la planète Terre. C'est-à-dire des gens touchaient même que... Oui, est-ce que vous êtes les pygmées et que vous faites comment pour arriver en cycle de thèse? À part entière. Mais on en a fait des citoyens, on en a fait des populations à part. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans la nation, on les regarde comme des étrangérités. Mais ça a été construit de par les politiques de marginalisation qui ont été implémentées par vos camarades du parti qui sont au gouvernement. Je suis obligé de le dire pour éveiller une espèce de conscience à votre niveau pour faire bouger les listes. Les pygmées souffrent. Comme tous les Camerounais. Pas comme tous les Camerounais. À un niveau, non, vous êtes bien. À un niveau plus grave. Et je vais vous dire. Vous êtes bien. Je vais vous dire. Quand vous prenez tous les documents de politique publique au Cameroun, rarement vous trouvez la composante peuple autochtone à l'intérieur. Que ce soit politique de santé, politique d'éducation, politique de ceci, vous ne trouvez pas cette composante. Cette composante est noyée à l'intérieur des communautés dont elles n'ont pas nécessairement la même identité, la même histoire, les mêmes problèmes. Devrais-je vous rappeler que sous la puissance des milliards, certaines forêts sont retrocédées à des richissimes étrangers et les pygmées se voient dépossédés, chassés, traqués de leur terre. Présentant un argument de celui de protéger l'environnement. Mais y a-t-il meilleur protecteur de l'environnement d'Ipita que les pygmées? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que vous chassez les pygmées des forêts, mais il faut juste vous tenir là, à Bassa, pour voir le nombre de billes de bois qui sortent chaque jour du Cameroun, et vous vous demandez qui sont même ceux qu'il faut même chasser même de ces forêts. Et ces gens-là qui ont ces possessions foncières, on ne veut encore au problème de foncier. C'est grâce au RDPC qu'ils ont ces facilités-là, où ils peuvent arriver dans un village, traquer des communautés anciennement installées, reconnues au niveau international, reconnues au niveau international, au niveau des Nations Unies, comme des peuples à protéger, des peuples à préserver. Mais le RDPC vous démontre dans les actes que votre protection, là, c'est là-bas à Washington. Nous, ici, là, on va faire comme on veut. Et il faut le dire, parce que la seule occasion que nous avons pour le dire, c'est ce 9 août. Il y a quelques années, toujours un 9 août comme celui-ci, je suis jeune doctorant, et on m'annonce qu'il y a distribution en grande pompe du matériel agricole au GIC Pygmée. C'était à l'hôtel de ville de Yaoundé. Puis brouette ou semences, pelle, tout ça et autres. Vous n'allez pas croire que ce matériel avait été loué dans une quincaillerie de la place. Et à la fin de la cérémonie, le ministre d'alors disait que, au regard de la quantité importante de ce matériel, les délégués départementaux se chargeront d'acheminer ce matériel dans les directions départementales et les délégués d'arrondissement viendront prendre ce matériel pour le distribuer au GIC au niveau des campements. Pas comme m'a dit. J'étais là ce jour. Le camion de la quincaillerie est revenu porter ces choses pour les ramener. Et quand j'ai demandé à cet aîné qui était au Minas que ça part où, on me dit que non, c'était pour le show. Donc, quand vous avez une république qui théâtralise tout, qui joue avec tout, vous venez me dire maintenant qu'autochtone, chacun comprend comme il peut comprendre tous ces autres-là. Justement, le dossier sur l'autochtonie, notamment c'est de la qualification des pygmées Mbororo comme peuple autochtone coince, parce qu'une élite très proche de vous voudrait que les Sawa soient considérés comme peuple autochtone. Au même titre que les pygmées et les Mbororo, prenant comme argument qu'ils sont envahis, ils vont disparaître.
Je ne vais pas citer son nom, je vous vois très mal à l'aise là. Mais aller jusqu'à la présidence dit qu'il faut qu'on les mette au même groupe que les Pygmées parce que tel que Douala de Fossé, ils vont disparaître. Il faut qu'ils soient reconnus comme peuple autochtone. Et il avait dit, tant qu'on ne met pas les Douala comme peuple autochtone, donc comme les Pygmées d'Mbororo, le dossier ne bouge pas. Ces pays, quand vous racontez de ces pays, vous avez envie de prendre la nationalité partie. Mais nous allons rester. Et je vais chuter du Pita pour vous dire que ce qu'on appelle les Pygmées, parce qu'à la réalité, nous avons 3 grands groupes Pygmées au Cameroun. Les Baka à l'est, les Bakola Bageli chez moi à Kribé, et les Bézang qu'on appelle les Pygmées de savane du côté de Ngambetika, ont encore aujourd'hui des problèmes d'accès à l'acte de naissance. Tout comme les Bororo aussi, pour les problèmes que vous citez. Acte de naissance. Tout à fait. La CNI est comme un diamant congolais dans les campements. Le diamant congolais est vulgaire quand même, on le trouve de plus en plus. Je ne vais pas vous suivre dans cette voie. Ils n'ont pas accès aux soins de santé. La qualité même de l'éducation n'est pas adaptée à leur mode de vie. C'est pour ça que quand vous allez dans les écoles où ils sont plus ou moins assimilés, quand vous prenez de février à avril, les écoles, ils désertent l'école parce que dans leur cycle anthropologique, ça correspond à la période de chasse. Et donc, eux, ils doivent aller à la chasse et ils désertent l'école. Et donc, si on était donc effectivement dans la prise en compte des spécificités culturelles de toutes les communautés qui composent le Cameroun, dans l'esprit d'un État-nation, on prendrait un peu plus de temps pour voir comment on adapte les politiques publiques pour ce type de peuple, de communautés dont on ne peut pas vivre sans ces communautés. Moi, je me rappelle, doctorant. Terminé, hein? Oui, pour chuter par là. Doctorant, je vivais comme un fonctionnaire parce qu'il ne se passait pas une semaine où j'amenais un ministre, un DG dans un campement pour aller se faire laver. Et donc, ça veut dire que nos ministres, nos DG connaissent l'importance de ces peuples autochtones. La nuit, mais le jour, ils ne sont pas prêts à porter les combats qui permettent à ces peuples d'exister par ce qui fait leur force, la maîtrise de la forêt, la maîtrise de l'eau, la maîtrise des animaux et d'un certain nombre de choses dont nous autres négro-africains, qu'on le veut ou non, nous sommes appelés à faire avec. L'Africain écoute l'arbre parler, l'Africain écoute l'eau qui coule, l'Africain écoute l'animal qui crie en forêt. Et lorsque nous aurons perdu ceux-là qui sont nos repères dans la forêt, croyez-moi, nous serons devenus des zombies culturels. Vous voulez réagir? Je vous ai vu. Il est important. C'est-à-dire, j'ai besoin de comprendre le docteur Aristide. Il voudrait que nous restions à la définition d'autochtones, que les autochtones du Cameroun ne sont que les Pygmées et les Mboro. Consacrés par les Nations Unies. C'est de ça dont je parle. Oui. Donc, ce que vous voulez dire que tous ceux qui ont eu à occuper des terres et où les Pygmées n'y étaient pas et les Mboro n'y étaient pas, c'est-à-dire ne se discutent de rien du tout, et ils sont devenus les premiers occupants de ces terres au Cameroun, sont quoi? Pourquoi vous liez l'autochtonie à la terre? La Constitution ne dit-elle pas qu'ils sont minoritaires? Ils sont minorités. L'autochtonie est liée à la terre, mon beau. Ils sont des minorités. C'est lié à la terre. Allons-y, moi je vous suis. Donc, on va faire comment? Vous connaissez un peuple sans terre? Il va vivre sur Mars, alors. C'est-à-dire que je voudrais que vous nous aidiez à comprendre. Parce qu'en réalité, lorsque certains Camerounais vont vous dire qu'ils n'ont vu ni d'Adam ni d'Ève, personne d'autre ici, en dehors d'eux-mêmes, lorsqu'ils ont eu à s'installer. Et lorsqu'ils sont arrivés, ni Pygmées, ni Mboro n'y étaient sur cette terre. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de pouvoir dire qu'ils sont autochtones de la terre? C'est pour cela que nous sommes en train de vouloir évoquer l'évolution de la compréhension de la notion de l'autochtonie. Mais rester placardé à la définition uniquement des peuples originels, nous avons une superficie de 475 442 km². Sur cette superficie, est-ce qu'on avait au moins un Bororo ou un Pygmée sur chaque mètre carré de ce territoire? Non. Donc, ici, nous sommes donc en train d'évoquer que cet État-nation, le Cameroun a encore une autre spécificité. Nous sommes plus de 250 ethnies.
c'est une spécificité locale. Vous voulez avoir 250 systèmes éducatifs au Cameroun. Docteur Aristide, c'est ce qu'il est en train de vouloir nous dire. C'est parce que Parce j'ai que dit. lorsque les autres vont nous dire que le temps de la pêche va arriver, on reforme le système éducatif. Lorsque le temps de la chasse arrive, on reforme le système éducatif. Il a oublié, par exemple, le temps des récoltes à l'ICM. Au moins une clarification, Jean-Claude. Lorsqu'ils sont en train de vouloir Jean-Claude. passer à l'élevage, et on va reformer le système éducatif, parce qu'on doit tenir compte des autochtones. Jean-Claude, le Cameroun a librement adhéré À la charte des Nations Unies portant sur le droit des peuples autochtones. Parce que vous voulez, je vous en prie, vous voulez nous entraîner dans une confusion que l'on ne veut pas. Ce n'est pas le débat ici, de parler de toutes les minorités du Cameroun. Il y a beaucoup de minorités au Cameroun. Mais le débat est une charte qui définit dans le monde entier qui sont les autochtones. C'est pas seulement au Cameroun. Et au Cameroun, la charte reconnaît deux catégories de peuples comme étant des autochtones. C'est de cela dont on parle. Je voulais juste lever, faire cette clarification. Mais maintenant, quel est le process, par exemple, pour pouvoir mettre en exécution un traité, une convention signée par un pays sur le plan international? On demande de ratifier, non? Bien sûr. Ils ont ratifié. Mais on ratifie conformément à notre constitution, non? Oui. Est-ce que notre constitution... Est-ce que la charte, je fais simple, est-ce que cette charte contredit notre constitution? Je dis Puisqu'au niveau des affaires sociales, la commémoration, aux affaires sociales, la célébration était aujourd'hui par le ministre. Dans les missions qui sont celles des affaires sociales, parlant de ce que nous appelons dans les textes organiques des affaires sociales, c'est clairement défini. Voilà. Peuple vulnérable autochtone. Si vous voulez donc apporter une spécificité, c'est-à-dire que dans le jeu trouble de vos camarades qui sont aux affaires, on a ajouté vulnérable. Et je crois que le débat aujourd'hui, donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, que ce soit peuple vulnérable autochtone, que ce soit peuple autochtone selon l'esprit des Nations Unies, qui sont les Pygmées et les Bororo, c'est eux qui sont mis en débat. Le débat autour de ces autres aspects, de ceux qui étaient venus avant, après tous ces autres-là, on refera un débat là-dessus. Mais restons sur les Pygmées et les Bororo que nous célébrons aujourd'hui. Nous sommes en train d'avancer, M. Dipita. D'accord. Parce qu'en réalité, à intégrer peuple originel autochtone et peuple vulnérable autochtone, c'est bien important. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez reconnaître que tout peuple qui peut être vulnérable et peut-être même être en situation de minorité sur une terre doit bénéficier du droit de l'autochtonie. Et c'est ce qu'il n'était pas en train de vouloir accepter. Il voulait qu'on reste sur Pygmée et Bororo. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est une notion de temps. Parce qu'en réalité... Mais vous savez que le gouvernement, ils sont allés à l'Est aujourd'hui pour la célébration de cet événement. Oui. Vous savez qu'il n'y avait que deux peuples concernés, non? Ils sont allés à l'Est. Mais la prochaine édition sera toujours à l'Est. Mais elle sera n'importe où au Cameroun. Elle sera toujours, je précise, elle sera toujours dans une région où il se trouvent les peuples autochtones. Et pour le cas d'espèce, on a soit la Damawa, soit l'Est, soit le centre, soit le sud. Il y a des peuples autochtones partout au Cameroun. Non. Ils sont peut-être installés par les dans les différents coins. Mais il n'y a que les Bororo et les Pygmées. Non, là c'est originel. Mais quant à la deuxième approche, non, la charte ne ok, vous dit pas voulez, est-ce qu'il est normal de pouvoir dire que de plus de 250 ethnies au Cameroun, nous n'avons que deux, par exemple, qui sont autochtones? On a adhéré à cette charte. On a ratifié cette non, charte. on a adhéré. Mais maintenant, on a adhéré, mais il y a ce qu'on appelle aussi la spécificité locale. La prise en compte de la spécificité locale. En fait, ici, je ne suis pas en train de vouloir discuter des droits du peuple pygmée ou bien non, du tout, je comprends. Mais je suis en train de dire que nous, cette notion-là, elle doit être large. Et c'est pour cela qu'elle est importante. Et c'est pour ça qu'elle fait débat. Les droits fassent partie des peuples autochtones. C'est ça, c'est-à-dire qu'il c'est-à-dire que s'ils correspondent aux critères de la minorité. Qui sont en train de t'envahir, ils n'ont plus rien. Ça. Non, mais n'oublions pas que... on peut parler de droit là, on peut parler de la même chose, par exemple, à Yaoundé,
où les Ewondo, Ils ont disparu. ou non, pas disparaître, mais où les Ewondo ont vu l'urbanisme. Vous voyez que- Vous voyez que la clarification de ces termes évite justement ce genre de débat. Et c'est pour ça que j'ai dit que la confusion qui règne au Cameroun, j'ai dit à l'entrée, il y a une confusion entre tribalité, tribalisme, autochtonie, allogénie. Il y a une confusion. Et justement, la célébration d'une journée comme celle-ci nous permet au moins, tout au moins pour la gouverne des téléspectateurs, de clarifier ces notions, ces termes. Donc, il faut qu'on évite, Serge, je vous passe la parole, donc qu'on évite d'entretenir cette confusion. Je voulais dire que s'il faut raisonner dans le sens de monsieur, tout le monde est autochtone, tout le monde est allogène, en fonction de là où vous vous trouvez. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il y a eu des critères pour définir les peuples autochtones reconnus par les Nations Unies. Et au Cameroun, on a reconnu 2 peuples, les Bororo et les Pygmées. C'est vrai qu'ils ne se retrouvent pas partout dans toutes les 10 régions. Maintenant, la question qui est posée par le journaliste, qu'est-ce que le gouvernement fait pour entretenir ces peuples-là? C'est tout. Parce que C'est connu ce qu'il fait. c'était ça dans la question. Les écoles ont été construites, les centres de dispensaires ont été construits, ils ont été intégrés dans l'administration, ils sont un peu partout, ils sont des citoyens. Vous connaissez combien de députés, peuples autochtones? Nous sommes en politique. On a mis ça. S'il y en avait, il faudrait t'ajouter. S'il y en avait, connaissant le pays, généralement, on s'attarde sur le train qui arrive en retard. Et je puis vous dire, s'il y avait un député peuple autochtone au Cameroun, on le saurait. Exact. S'il y avait un maire peuple autochtone au Cameroun, on le saurait. S'il y aurait dans la haute administration un peuple autochtone, on le saurait. Je vous dis qu'il ne vous reconnaît pas aujourd'hui. Je ne vous reconnais pas. Serge a la parole. Vous avez par exemple une circonscription de l'autochtonie, vous connaissez. Serge a la parole. C'est donc l'occasion pour monsieur de prendre la graine, de rentrer dans son parti, dit en réalité, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Parce que leur notion d'autochtonie et de l'allogénie, c'est autre chose. Non, mais en même temps, ce sont les ministres qui sont allés à l'Est. Donc, on ne peut pas dire que dans le parti, ce n'est pas connu. Ces ministres sont du parti, sont du RDPC. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font donc pour ce peuple-là? Parce que ce que monsieur doit comprendre, c'est que généralement, ces peuples ne vivent pas dans les milieux interurbains comme vous et moi. Ils vivent le plus souvent dans les forêts. Et lorsqu'on parle des forêts, est-ce qu'on tient compte de ces gens-là? Non. Quand vous donnez 1000 hectares à un individu d'aller exploiter, alors que les pygmées vivent là-bas. Et quand il arrive, il les met dehors là. Ils vont faire comment? Il les traque quand on trouve un pygmée dans une UFA. Il est quand vous créez des parcs attrapé, botaniques zoologiques, bastonné. et vous interdisez même aux gens de chasser. C'est-à-dire, ils vivent de la chasse et de la cueillette. Mais vous venez ici dire, l'État a décidé qu'on ne chasse plus ici pendant 1 an. Ils vivent comment? Ce n'est pas vous aussi qui avez ratifié et adhéré dans les conventions de protection de certaines espèces animales. Exactement. C'est pour cette raison donc, que l'État doit pouvoir manier tous ces éléments. Mais si cet État est en train de vouloir protéger et que c'était ça... On peut même protéger en prenant en compte les peuples qui vivent là-dedans. Ça se fait partout comme ça là. Si c'est vous allez dans chez les Amérindiens, par ce peuple, vous allez en et on Amazonie. dit que protégeons cette espèce, qu'est-ce qu'on fait? Je prends le cas de l'Amazonie que je connais le des mieux. alternatives. Je prends le cas de l'Amazonie que je connais le mieux. Il faut donc les amener à s'alimenter autrement Des projets d'extraction d'or et de pétrole et autres ont été abandonnés parce que les Amérindiens se sont opposés en montrant que ces projets avaient une incidence négative sur leur mode de vie. Et voilà un État qui prend en compte les priorités des peuples qui font partie de cet État-nation qu'on veut construire. Pour après vous, chacun aura 1 minute pour la conclusion. Oui, je crois que tout a déjà été assez dit. Je crois qu'il faudrait que Youth se fasse violence. Il faut que les gens du RDPC apprennent à sortir de leur logique selon laquelle, je veux pas utiliser notre mot pour être censuré, mais d'une logique selon laquelle on peut signer les actes et ne pas les respecter. Cela veut dire qu'on n'est pas des gens sérieux, il ne faut pas être dans ce genre de logique. Parce que lorsque l'État du Cameroun s'engage à ratifier les tests, il doit également les respecter. Au-delà du respect de ces tests, il y a le respect même d'abord des populations camerounaises, parmi lesquelles ces populations autochtones. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des populations autochtones reconnues au niveau international. Nous ne sommes pas dans les affaires de composition sociologique des listes électorales et de communautés. Et nous l'avons tous dit ici au départ, parce que si on veut aller vers là, c'est un autre débat et nous pourrons en discuter.
Et donc, aujourd'hui, nous avons essayé de faire un diagnostic d'état des lieux parce que cette journée, en fait, elle est consacrée pas seulement au Cameroun, mais elle est consacrée également dans les autres pays. Vous avez cité le cas des Amérindiens. Il y a plusieurs cas comme ça. Au Canada, pareil, il y a un très vieux peuple qui est là-bas depuis des centaines et des centaines d'années, qui est intégré dans la société canadienne, dont on tient compte, dont justement on ne viole pas les droits. Et c'est également ce que nous demandons au gouvernement camerounais de faire pour que les populations ici, de ces peuples autochtones ici, je précise encore, soient également au même niveau que celles-là au niveau mondial. Et ça me rappelle d'une anecdote. Une fois, il y a Philippe Nanga qui parlait de la société civile, qui disait une fois qu'au Cameroun, il y a la société civile, mais lorsqu'ils sont arrivés à une réunion mondiale, il y avait les gens des deux pays africains, ils se sont demandé s'ils sont tous dans la même société civile. Parce qu'ils avaient l'impression que pour le Cameroun, c'est-à-dire, ils étaient, enfin, la société civile camerounaise est sur notre planète. Nous sommes à des années-lumière. Il avait dit que nous sommes à des années-lumière. Cela montre donc qu'en fait, le Cameroun a beaucoup de retard à rattraper sur les autres pays, déjà sur les pays africains. C'est-à-dire en termes de niveau, de base, de niveau mondial, on a beaucoup de retard. Et je crois qu'au lieu de vouloir toujours défendre le gouvernement dans certaines postures, nous devons comprendre que nous devons plutôt alerter le gouvernement pour l'amener, même en étant militant du RDPC, c'est un bon militant, pour l'amener à prendre en compte l'ensemble de ces minorités. Parce que s'il ne tient pas compte de ces autochtones-là, même ceux qui disent qu'on doit inscrire comme autochtones ne tiendront pas compte. Et d'ailleurs, Jean-Claude, en un mot pour le mot de la fin, et puis les autres vont suivre. En un mot, les autochtones camerounais, même conformément même à la convention et tout, sont reconnus et leurs droits sont reconnus. Mais maintenant, ce qu'on appelle la civilisation ou bien l'organisation sociétale au Cameroun est organisée où on a droit à l'éducation, droit à la santé, droit à ceci. Un certain nombre de ces choses ont été aussi rapprochées auprès des milieux de vie de ces peuples autochtones. C'est-à-dire que leur pharmacopée, par exemple, est reconnue au Cameroun et donc bon nombre s'en inspirent. Sur le plan, par exemple, de l'éducation, les lycées, enfin les collèges et tout ont été construits là. C'est juste pour dire également que tous ceux qui sont des peuples autochtones, même minoritaires, même vulnérables, leurs droits sont protégés par le peuple camerounais et par l'État. En une minute. Oui, en une minute, je vais simplement dire que peut-être si l'État fait des choses, c'est encore à l'État timide. Et si on ne fait rien, le peuple autochtone au Cameroun peuvent disparaître parce qu'ils seront obligés d'aller de territoire en territoire et pour finir, ils peuvent même sortir du Cameroun parce qu'ils recherchent la forêt qui est le lieu par excellence de vie. Donc il faut faire quelque chose. Je voudrais lancer une fois de plus l'appel de l'AFP tout le temps d'inviter les historiens et les anthropologues et de créer un cadre... À la suite du président Macron. Non, pas la suite. On le fait toujours, même si je l'ai dit plusieurs fois. Nous ne sommes pas ceux-là qui vont à les ambassades ou auxquels on s'est dormi en attendant d'être reçus. Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Chez nous, nous avons toujours dit que l'histoire du Cameroun, il faut que les historiens et les anthropologues soient mêlés, qu'on crée un cadre de discussion sur la nation où on les intègre pour pouvoir parler des questions des peuples, de construction de la République, pour qu'on puisse rebâtir un nouveau Cameroun. Docteur Aristide Bito. Moi, je dis merci, Dipita, d'avoir mis en débat cette célébration internationale des peuples autochtones qui, effectivement, nous permet de prendre conscience que nous sommes dans un État-nation, mais un État-nation qui discrimine une bonne partie de sa population. Et je crois que cette discrimination n'est pas allée chercher sur la planète Mars. Elle est inscrite même dans l'ADN de la vision de gouvernance de ce pays. On a voulu assimiler les Pygmées. Et on se rend compte 50 ans après que cette assimilation n'a pas marché. On est en train de forcer aujourd'hui le multiculturalisme qu'on allait chercher au Canada. Et je veux rappeler à Youth qu'au Canada, effectivement, les peuples autochtones qu'on appelle les Wok, là-bas, ont des États qui leur sont réservés. Et dans ces États, ils ont des nationalités dans ces États. Et vous qui êtes un étranger qui voulez entrer dans cet État-là, vous prenez un visa pour y entrer. C'est ça le multiculturalisme. Merci. Reconnaître les diversités des cultures qui composent une nation et on leur donne une part dans le fonctionnement de l'État. Merci à vous, chers messieurs. Et ce multiculturalisme, une fois de plus, que vous êtes allé chercher, est encore la preuve parmi de votre photocopiage. Merci à vous quatre, chers messieurs. Merci à vous également à la maison d'avoir suivi cette autre édition de Face à l'actu consacrée dans sa première partie
Pardon, 48 tables, j'avais la tête à dimanche. Consacré dans sa première partie à la commémoration de la mémoire de Rodolphe Douala Mangabel, et puis dans sa deuxième partie à la célébration de la journée internationale réservée, alors consacrée également au peuple autochtone. Merci et bonsoir.